Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Je suis Simon Eyus et avec moi j'aurai Alexandre Caoudal Salut! et Simon Le Glohan. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on fait un épisode un peu plus tranquille, un épisode où on met les pieds dans l'eau, puisque ça va être un épisode spécial Poisson d'avril. On n'est pas le 1er avril, mais on enregistre l'épisode le 1er avril, alors ça compte. Dans tous les cas, au lieu de faire un épisode un peu gaguesque, où on parlerait d'un film un peu nul, on a décidé d'échanger autour de la thématique du poisson d'avril, des films sur l'eau et sur les poissons, dans un format qui s'avère déjà un classique, où on s'échange des courts-métrages sur cette thématique. On passera chacun notre tour pour présenter les courts-métrages qu'on a sélectionnés. À la fin, on finira avec les habituelles recommandations. On espère que vous pourrez piocher dans cet épisode-là pour vos recommandations filmiques, puisque ces courts-métrages, si on les a recommandés à nos comparses, c'est parce qu'on espère aussi les recommander à vous, très chers auditeurs. Je pense qu'on peut commencer avec du sale. On peut commencer avec Dirty Birdie, sélectionné par Simon Le Glohan. Aïe, aïe, aïe. The Dirty Birdie, donc premier film de ma sélection, qui est pour moi la pierre angulaire de ma sélection. C'est pour moi un film fondateur, une Madeleine de Proust en quelque sorte. Comme j'aime à le faire régulièrement, il y a un peu de story time avec ce film de John R. Dilworth, le créateur, notamment de Courage le chien froussard, sorti en 93. Concrètement, The Dirty Birdie, pour moi, c'est un des films les plus importants de mon enfance en termes de rapport à l'humour, à l'espièglerie et puis à l'insolence, on va dire. Parce que pour moi, c'était un peu ça l'idée de Poisson d'avril, c'était la surprise, mais aussi l'insolence. Le côté un petit peu complaisant, on va faire des blagues qui font rire que nous. Et donc j'ai découvert ce film en fait à l'époque dans une émission qui s'appelait Ça tourne Bromby, qui passait sur la chaîne qui s'appelait à l'époque La Cinquième, animée par Serge Bromberg, personnage assez connu en fait du monde du cinéma avec un parcours assez atypique. Donc c'est le patron de Lobster Film, notamment très réputé pour son travail de conservation et de restauration de films des premiers temps. Et donc il animait cette émission fin des années 90 et le début des années 2000. C'était un petit format où lui il venait face caméra avec des personnages de dessins animés, proposer des courts-métrages d'animation aux spectateurs et spectatrices qui étaient censés être des enfants, comme moi j'étais à l'époque. Mes parents ils étaient super fans de cette émission-là, vraiment pour eux c'était le petit rendez-vous pour avoir les bonnes recos d'animation à montrer aux enfants. On la regardait vraiment très régulièrement et quand on n'était pas dispo, mes parents ils l'enregistraient en cassette en fait avec des VHS, puis on les regardait après coup. Et donc un jour, Serge Bromberg est arrivé avec cette proposition, donc il a introduit en disant ah aujourd'hui on montre un film un peu particulier, un petit peu osé. Est-ce qu'on a le droit vraiment de le montrer? Je ne sais pas trop. Je sais pas comment il l'avait appelé. Il l'avait pas appelé The Dirty Birdie, je crois, je sais plus. En tout cas, nous, dans notre famille, on l'appelait ce film Le Chat et l'Oiseau. C'est comme ça que je l'appellerai, je pense, pendant l'émission. Pour en arriver un petit peu au scénario, c'est l'histoire de deux personnages. Donc il y a Birdie, qui est un oiseau, et il y a Fergurina, qui est donc une chatte. Et concrètement, cet oiseau, il va avoir comme ça un gimmick récurrent, c'est qu'il va toujours monter en haut d'une branche où habite Fergurina. Il va lui montrer ses fesses. Voilà, il va lui montrer ses fesses de manière systématique. Ce qui évidemment énerve beaucoup Fergurina, qui va toujours trouver des manières de plus en plus élaborées de le tuer, de le détruire ou de lui éclater les fesses d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est un film comme ça d'environ 8 minutes, qui a une variation autour de ça, avec une musique aussi, un petit flamenco qui va être interrompu par une musique très humoristique, on va dire, très amusante, quand Purdy montre ses fesses. Ce film, il passait à l'époque, donc moi j'avais environ 5 ans, je pense, et vraiment ce film me faisait énormément rire, et mes parents aussi, et on l'avait enregistré, et je le regardais vraiment très très souvent, avec ma sœur aussi, qui avait à l'époque 2 ans et demi, donc voilà, c'était un rendez-vous pour la famille. Un jour, mes parents, par mégarde, avaient effacé cet enregistrement de la cassette. Et vraiment, ils étaient très tristes de ça. Alors, je pense nous aussi, mais eux étaient particulièrement atterrés. Et en fait, ils avaient contacté la prod de Saturne Bromby. Et ils avaient dit, mais vraiment, il y a ce film, Le Chat et l'Oiseau, là, qu'on adorait et on l'avait enregistré, on peut plus le revoir. Et est-ce que vous pourriez vraiment le rediffuser une fois, en fait? On avait réussi. Serge Bromberg, à l'écran, avait dit, on a reçu un message d'une famille qui nous a demandé à repasser ce film. Donc voilà, un film scandaleux, mais qu'on va quand même rediffuser. On va leur faire ce cadeau. Et donc on a pu réenregistrer ce Dirty Birdie, Le Chat et l'Oiseau, et se remettre à le regarder en boucle, ce qui nous plaisait énormément. Voilà, bon, ça c'est le côté storytime. Moi, le film, je l'ai revu pour le podcast. J'ai pu découvrir son vrai nom, donc The Dirty Birdie. Moi, pour le retrouver, je t'appelle Le Chat et l'Oiseau, dessin animé. J'ai découvert aussi que du coup, c'était pas vraiment un film niche, parce que donc le créateur de Courage le chien froussard, c'est quand même un personnage important de l'animation. Et donc voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir recontextualiser un peu ce film, savoir d'où il vient. Et surtout, en fait, je l'ai revu donc plusieurs fois. Moi, je trouve ce film vraiment très très marrant, en fait. Je trouve vraiment qu'il est super drôle. J'étais un peu déçu de découvrir une minute de plus qui avait été restaurée donc en 2014, donc 20 ans après la sortie du film. Je trouvais que cette minute était un peu déceptive et gâchait un peu pour moi ce qui faisait le sel du film. C'est laquelle? C'est celle où on voit un flashback de sa relation avec son père, qui s'est un jour enfui en l'abandonnant, et juste avant de l'abandonner, il lui a montré ses fesses. Et je trouve que, je sais pas, ça rajoute un côté tragique et un peu cynique au film que j'aime pas trop. Moi, j'aime bien sa simplicité, vraiment.
Et par ailleurs, je trouve ça intéressant aussi de le voir avec notre regard d'aujourd'hui. Maintenant, je comprends que ces personnages sont donc un perso masculin, un perso féminin, c'est aussi une histoire de harcèlement et un rapport en fait aux choses que je voyais pas du tout étant petit, où moi je voyais vraiment en fait un rapport d'amitié hyper toxique avec un perso qui fait des blagues à un autre perso sans comprendre vraiment les enjeux en fait en termes de harcèlement, d'espèces de romance à sens unique, complètement névrotique. Il y a plusieurs moments que je trouve encore aujourd'hui vraiment particulièrement bien menés en termes d'humour. Donc ça, on pourra y revenir. Mais avant tout, je veux avoir votre ressenti sur ce film. Perso, je connaissais pas du tout, et je tiens d'ailleurs à te remercier pour la découverte, parce que ça m'a permis en fait de me replonger un peu dans ce que je connaissais de certaines des productions de Cartoon Network, y compris Courage de chien froussard, qui était une de mes Madeleines de Proust, et je connaissais pas du tout ce programme de Serge Bromberg. J'étais plutôt de la génération Sa Cartoon sur Canal+ en clair, qui est assez différente, mais au final pas tant que ça. The Dirty Birdie, c'est vraiment un héritier dans l'idée et dans l'écriture, dans la situation qui ne fait que se dérégler et se décliner dans différentes manières de montrer ses fesses et différentes manières de se faire envoyer paître. T'as ce cynisme, cette toxicité des relations entre les personnages qui est assez inhérente aux cartoons. Les cartoons ne font que s'en mettre plein la gueule, littéralement. Maintenant que je le regarde adulte, je me rends compte à quel point il pouvait y avoir des éléments mais très perturbants qui, moi étant enfant, en fait, ces visages effrayants, je m'en suis pas du tout fait comme beaucoup de gens en parlent sur internet des traumas d'enfance, mais notamment ce passage que je trouve vraiment assez drôle où Fergurina sort sa gueule de chatte énorme, toute dent dehors, avec un trait beaucoup plus menaçant du dessin soudain, et le fait qu'ils se répondent avec des gueules effrayantes, je trouve que le gag fonctionne très bien parce qu'on montre quand même qu'il y a une espèce de complicité dans le délire. Les personnages fonctionnent un peu sur le même mode au final, même s'ils ont chacun leur rôle à jouer dans cette situation. Mais on retrouve ce truc de Dilworth de soudain faire des espèces de jumpscares hyper flippants, comme ce plan de la petite fille au violon dans je ne sais plus quel épisode de Courage le chien froussard. C'était aussi intéressant de voir des choses comme ça se mettre en place en fait dans les courts-métrages que Dilworth pouvait réaliser hors de son temps de travail. Je crois qu'il était publicitaire encore à l'époque. Enfin, c'est ce que j'ai pu trouver. Il était déjà, on va dire, quand même créateur de films d'animation depuis un moment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il pouvait faire à côté, enfin qui était un peu vu comme un truc passion, où il mettait un peu ses délires. C'est vrai que c'était un peu des prémices de son travail, on apercevra après, là on est vraiment au début de sa carrière d'animateur, en fait, avec les premiers motifs qui vont revenir, qui commencent à s'installer. Pour moi, là, le moment où il y a les visages effrayants, c'est vraiment tourné quand même du côté humour, mais c'est vrai que ça donne déjà un indice sur son potentiel, du côté plutôt animation horrifique, en fait, ou semi-horrifique. Oui, il reste toujours du côté de l'humour, ouais. C'est des espèces d'enfants malades de Bip Bip et Coyote. C'est vraiment deux personnages qui sont dans une relation où ils vont s'entretuer en permanence, avec un qui va toujours tuer l'autre, et puis l'autre qui va revenir perpétuellement. Il y a ce côté très cartoon de ces univers-là, mais avec un côté beaucoup plus glauque et tordu, en fait. J'ai pas pensé à Bibi et Coyote en regardant le film, mais par contre, j'ai pensé à Pépé le Putois. Oui, oui, oui. En beaucoup moins problématique que Pépé le Putois, c'est irregardable maintenant. Essayer de regarder des épisodes de Pépé le Putois, c'est plus extrêmement gênant qu'autre chose. Là, c'est pas le cas. Je pense que le film, il est suffisamment décalé pour être drôle. Et la minute qui a été restaurée rajoute aussi un petit côté un peu pathétique. Cet oiseau, c'est la seule manière pour lui d'exprimer son amour. Ce qui est à la fois quelque chose qui va être un peu plus dans la bienséance, puisque bah, finalement, on se dit que il y peut rien, cet oiseau, s'il exprime cette affection. C'est par un montrage de derrière, c'est parce que c'est la manière qu'il a de montrer l'amour tel qu'il l'a vu dans son enfance. En même temps, bon, ça rajoute aussi un côté un peu glauque qui est un peu dommage parce que le film n'avait pas forcément besoin de ça. Après, ça enlève pas les qualités du film. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois, moi aussi. C'est un épisode un peu spécial, comme on l'a dit, donc je vais aller sur les confessions. Moi, c'est un film que j'ai découvert grâce à une compilation de parodies Sonic qui avait aussi été faite, je crois, pour le 1er avril, où il y avait une parodie de ce film-là. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce film-là? C'est une des rares fois où l'animation Flash m'a fait découvrir quelque chose qui est resté avec moi. La deuxième étant la fois où j'ai découvert Rejected de Don Hertzfeldt. Donc, c'est un film pour lequel j'ai de l'affection. C'est un film vraiment ancré dans les années 90, dans la manière dont les personnages apparaissent et dont il y a un côté un peu dégueu qui fait vraiment penser à du Ren and Stimpy en beaucoup plus soft là aussi. Ren and Stimpy, là aussi, je trouve ça irregardable maintenant. Cet amour pour le sale, le un peu glauque, le un peu dégueu, qui parle pas mal aux enfants et qui est aussi un vrai plaisir pour les animateurs d'animé parce qu'ils peuvent justement, je pense, proposer des dessins vraiment singuliers. Et ce film-là en a rien que dans cette séquence dont tu parlais, Alexandre, avec les visages où ils jouent à se faire peur, les personnages. Je trouve que ça rejoint aussi une tradition du court-métrage gaguesque pour animateurs. Je pense à Bambi meets Godzilla,
qui est vraiment juste une blague à la con, fait par un animateur. Quand on étudie un peu plein d'animateurs qui ont ensuite fait une carrière, il y a pas mal de ces gags-là, un peu sales, un peu insolentes, comme tu disais Simon, qui apparaissent dans leur CV et qui sont un peu étranges. Bon, c'est pas un film où il y a tant de trucs à dire que ça, mais l'affection que j'ai pour ce film-là, elle rejoint pas ton anecdote assez folle quand même autour de la rediffusion du film par le Big S. En tout cas, moi, c'est quand même un plaisir pour moi de pouvoir le mettre en avant dans un podcast sur l'animation parce que je pensais pas pouvoir avoir cette occasion une fois dans ma vie. Voilà, je me dis retour en enfance. Je me souviens quand j'étais enfant particulièrement être fasciné par la physique des fesses. Et en voyant la manière dont elles rebondissaient, les fesses de l'oiseau, je me suis rappelé que quand j'étais enfant, j'étais en mode ah ouais, mais ça, c'est vraiment le sommet de ce qu'on peut faire en termes d'humour en fait. J'ai eu peur que tu dises c'est le sommet de ce qu'on puisse faire en termes de fesses, parce qu'on dirait vraiment 2 ballons de baudruche. Mais oui, vraiment, ouais. Bah, d'ailleurs, ils sont traités comme tels, hein. Ils sont gonflés à l'hélium à un moment. Il y a vraiment des très belles trouvailles visuelles, comme quand Fergurina relève sa manche et qu'elle sort un énorme bras de forain pour envoyer une droite à Purdy. Sont des furries, tu vois. C'est une logique, entre guillemets, cartoon, c'est-à-dire une logique qui vient défier une attente. Des fesses qui peuvent claquer, une chatte qui peut porter des énormes rangers, les sortir de sous sa croupe, enfin... Je pense aussi que ça apporte un peu, d'une certaine manière, à ce qui deviendra ce peu l'humour internet dans cette irrévérence et cette insolence-là, tout en restant sur un humour purement cartoon dans sa structure, dans son fonctionnement, avec 2 personnages qui sont juste des fonctions très entières, qui ne vont faire que s'attirer et s'éloigner de façon très systématique et développer les gags au fur et à mesure. Après les gags totalement frappés de Dirty Birdie, je vous propose qu'on embarque pour Le Moine et le Poisson, qui est un court-métrage que j'ai sélectionné, réalisé par Michael Dudok de Witt, un animateur qui est connu surtout pour Father and Daughter et pour La Tortue Rouge, qui est un long métrage, lui, pour le coup. Si j'aime ce film-là, c'est parce qu'il y a un motif qui se rejoint par rapport aux autres films qui ont été sélectionnés dans la liste qu'on a effectuée. C'est le motif d'une obsession d'un personnage par rapport à un autre, que ce soit pour le tuer ou le faire dégager, que ce soit pour lui parler. Et là, c'est un moine qui va poursuivre un poisson qu'il essaye de montrer à ses autres collègues moines. Mais ça va pas du tout être dans une mécanique de l'hilarité, même si le film il a une certaine cocasserie. Ça va être plutôt, montrer ça comme, un moyen d'aller vers le transcendantal, plus loin que le simple gag, tout en conservant une certaine, simplicité dans le trait qui fait penser à une sorte de calligraphie avec des petites, couleurs, de ci de là. C'est un film qui a pas le même but que les autres films dont on parlera ensuite, mais c'est un film qui, dans la filmographie, du réalisateur, est quand même un de ses films les plus légers, puisqu'il y a quand même, une forme de caricature dans le dessin et dans le trait qui est un peu absente de ses autres films, même si, on peut ramener la caricature à des films comme La Tortue Rouge parce que c'est des histoires très stéréotypées finalement. Mais je trouve que dans Le Moine et le Poisson, à la fin du film, après que le moine ait poursuivi le poisson jusqu'à un point de non-retour, représenté par un espace qui disparaît totalement pour laisser place à une sorte d'univers qu'on imagine être après la vie. Ce point de vue métaphorique qu'il y a dans tous ces films est exprimé avec une grâce et quelque chose d'un peu léger qui manque, je trouve, à ses autres œuvres, même si j'aime beaucoup Father and Daughter. Par exemple, La Tortue Rouge, c'est un film que je trouve un peu pesant dans sa métaphore de la vie, alors qu'ici, je trouve que c'est un film où on arrive quand même à avoir cette espèce de message, entre guillemets, sur l'existence, tout en étant dans une mécanique assez classique de cartoon qui est assez légère et qui fait que le film est facilement regardable plusieurs fois. Et j'ai vraiment eu un plaisir de retrouver ce film-là qui, en plus, a vraiment une esthétique qui est ravissante. Et je parle d'esthétique à la fois dans le graphisme, mais aussi dans la musique qui est utilisée, qui évoque la musique du Moyen Âge. Et j'ai pas grand-chose à dire sur ce film-là, sinon que bah, ça me fait plaisir de vous le faire découvrir. Je le connaissais déjà pour le coup. J'avais eu l'occasion dans les ateliers d'animation avec Emmanuel Gorgiard qu'on avait fait à la fac de découvrir ces courts-métrages de Dudok de Witt. Je te rejoins sur à peu près tous les points, c'est-à-dire que tu pourrais t'imaginer que ça commence comme un cartoon, c'est-à-dire un moine qui chasse un poisson, mais très vite tu te rends compte que les enjeux se placent ailleurs. Déjà, il n'y a pas de gag, il y a des situations qui peuvent être un peu rigolotes, comme ce Mickey Mousing, enfin le moine qui marche en rythme avec les violons. Au final, c'est plus la pêche comme simple activité de loisir qui doit être assez précieuse lorsque tu es moine, parce que j'imagine que tu passes beaucoup plus de temps dans le prieuré à des activités spirituelles qu'à des activités de loisirs et sportives,
que d'obtenir au final le poisson et le sortir du bassin fait que effectivement t'en arrives à quelque chose d'un peu soit transcendantal ou enfin je pensais à quelque chose d'un peu métaphysique mais pas dans la lourdeur interprétative que ça peut impliquer sur ce que c'est que la vie et voilà les lourdeurs que tu imputais à la Tortue Rouge. Je te suis là-dessus aussi, je regrettais un peu ça dans ce film-là. Le film est très doux, le film a quelque chose d'assez tendre en plus, mais tout en restant en lien quand même avec la perte ou la mort, qui est une thématique qui est au cœur de son court-métrage suivant, Father and Daughter. On est plus dans le mot d'esprit, quelque chose d'un peu plus diffus que dans une blague potache et appuyée à la Dirty Birdie, quoi. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est sa légèreté en fait. C'est la manière assez simple dont il fait cette proposition de moine qui cherche à pêcher un poisson, mais fait de manière assez élégante, je trouve. Moi, je trouve qu'il y a quand même un peu l'héritage du gag, parce qu'il y a ce truc où le Mickey Mousing très fort, ben ça, t'en as parlé Alexandre, il y a aussi le fait qu'il se prend tout le temps un seau, qu'il le fait tomber dans l'eau, il y a ce côté où il va toujours se retrouver un peu piégé par sa propre ambition. C'est un film assez beau, que ce soit visuellement ou dans sa manière de raconter cette histoire, qui je trouve est aussi un petit peu ouvert, un peu accompli par cette fin, où on voit qu'il raconte quelque chose de plus grand que ce qu'on a pu y voir au début, et je trouve encore une fois que c'est fait de manière super élégante, et beaucoup moins lourdingue. Qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y interprète, comment on comprend cette fin ouverte, où en fait le moine et le poisson se retrouvent un peu en harmonie dans une espèce de cosmos qui les sort de leur lutte précédente. Un des moments les plus forts du film, c'est ce moment d'abandon en fait, où ils sont encore dans l'eau à ce moment-là, et où on voit que le moine il abandonne carrément. C'est-à-dire il se fige, et puis il poursuit plus le poisson en fait. Il se satisfait juste d'être à sa poursuite, mais sans essayer de l'attraper. Je sais pas, il y a un truc à ce moment-là, dans ce moment de transition entre la poursuite et cette espèce de nage dans un espèce de cosmos, que je trouve que c'est la transition qui est le moment le plus fort entre les deux, en fait, le moment où justement on se rend compte qu'il se passe quelque chose de différent par rapport à ce qu'on attendait. On était dans la poésie, je pense qu'on va repasser dans le cartoon. Duck Amuck de Chuck Jones. Alexandre, c'est ta sélection, alors parle-en. Le cartoon, ouais, on est de l'âge d'or même du cartoon. Donc Duck Amuck, aussi connu sous 2 titres français, étant donné qu'il a eu 2 doublages. Donc faut savoir ce qu'on veut. Et Farce au canard, j'aime beaucoup le titre Farce au canard. C'est celui-là que j'avais connu, moi. J'ai jamais connu le film que sous le titre Duck Amuck, parce que je crois que je l'ai pas découvert étant enfant. J'en parlais un peu plus tôt dans les programmes jeunesse type Sa Cartoon et autres. Mais donc le film est sorti en 1953, il est réalisé par Charles Jones, aussi connu sous le nom de Chuck Jones, sans doute un des plus grands artistes du cartoon aux côtés de Fritz Freleng ou de Tex Avery. Il a été reconnu par l'Académie des Oscars pour l'accomplissement de tout son travail. Enfin, il fait partie des quelques personnes de ce monde-là à avoir eu de son vivant une véritable reconnaissance. En faisant quelques petites recherches, je voyais d'ailleurs que Duck Amuck faisait partie du National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès. Le film en soi est un cartoon somme toute assez classique, à ceci près qu'il joue énormément sur l'autoréférence, le méta-humour, briser le quatrième mur. C'est-à-dire que le court-métrage tourne autour du personnage de Daffy Duck, qui arrive dans un décor de film de mousquetaires et très vite il se rend compte en avançant dans le plan que le décor n'est pas fini. Et là tout de suite il va interpeller l'animateur et lui demander: il y a quelqu'un dans le bureau, est-ce que vous pouvez terminer le décor, moi je peux pas travailler. Enfin, et très vite les situations comme ça vont s'enchaîner parce qu'évidemment le décor qui va être dessiné ne va plus du tout correspondre à son costume de mousquetaire, puis c'est le son qui va être déréglé, puis son propre design, la pellicule va s'enrayer, enfin... Le film va un peu accuser tous ses travers uniquement en fait pour pouvoir un peu torturer le personnage de Daffy Duck. Daffy Duck est un des personnages que Bugs Bunny a le plus apprécié, malmené dans leurs différentes rencontres au cours des Merry Melodies et des Looney Tunes, avant de quand même devenir progressivement plus un comparse qu'un souffre-douleur. Mais de le voir en fait Daffy Duck non plus s'énerver véritablement contre Bugs Bunny, bon, on pourra revenir là-dessus parce qu'il y a un twist final si on peut dire, mais contre l'animateur lui-même, contre le démiurge, je trouve en fait que le film dit beaucoup de choses sur le cartoon en lui-même. Le film m'intéresse beaucoup aussi, non pas seulement dans l'efficacité je trouve de ses gags, parce qu'il y a quelque chose d'assez hilarant forcément en fait dans le fait de voir Daffy Duck s'énerver, s'agiter dans tous les sens et être malmené, de voir aussi le fonctionnement même de la logique du cartoon, de ce calvaire qu'on fait un peu subir à des personnages. Et ça m'a fait réaliser, disons, à quel point le cartoon pouvait être un exercice sadique à une époque en plus où le Code Hays était appliqué, donc il y avait beaucoup d'autocensure à Hollywood. Et de voir ce genre de champ d'expression où soudain on peut employer tous les possibles du cartoon pour dépasser la révérence imposée et la politesse et la bienséance et faire dans le potache me plaît beaucoup de toute façon, parce que Chuck Jones est pour moi un très très grand animateur, que j'aime beaucoup la façon dont Daffy Duck est utilisé dans ce court-métrage là, que le film aussi dit énormément de choses sur l'animation. Je trouve que le film est un peu une pierre angulaire par rapport
à l'histoire un peu du cartoon aux États-Unis. Même si c'est pas forcément le plus illustre, il est peut-être un de ceux qui dit le mieux, je trouve, ce qu'était le cartoon à l'âge d'or. C'est un film que j'aime beaucoup aussi. J'ai beaucoup été bercé par les Looney Tunes. Sa cartoon, moi, c'était Le Rendez-vous. Il n'y avait pas que Serge Bomberg dans ma vie quand même. Et d'ailleurs, c'était plus tard sa cartoon. C'était vraiment Le Rendez-vous que j'étais très très heureux de retrouver. Et d'ailleurs, Daffy Duck était mon personnage préféré. Celui que je trouvais le plus attachant, le plus intéressant, le plus touchant aussi. J'aime beaucoup Duck Amuck, que j'ai découvert du coup pour la première fois en VO. Je suis très très habitué et très attaché à la VF de Daffy. Sa VO est très bien aussi, hein, par ailleurs, mais c'est vrai que je la connaissais moins, donc ça m'a fait bizarre en fait de l'entendre parler dans sa langue originale. Et je trouve en plus le film il est intéressant sur cet aspect effectivement méta, adresse aux créateurs, parce que c'est un de ceux que j'ai pu voir en tout cas des Looney Tunes qui le fait de manière la plus radicale, et du coup c'est très très ludique à regarder. Mais dans mes souvenirs, c'est vraiment un truc qui est quasiment systématique chez les Looney Tunes en fait. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur univers, mais ils font quand même très très souvent des références à leurs créateurs. Ils parlent d'eux-mêmes comme des acteurs qui seraient engagés pour jouer leur propre rôle. Enfin, il y a toujours un peu cette ambiguïté entre est-ce qu'ils sont les personnages, est-ce qu'ils sont des acteurs qui jouent leur propre personnage. Je trouvais ça très très marrant et puis ça leur donnait, je trouve, une substance, puis un espèce de mystère aussi qui les entourait que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Et ouais, sur le cartoon, ça résonne presque avec les premières expérimentations de l'animation. Vous prenez le truc de Emile Cole en fait, où le gars il dessine le personnage à la craie, puis il recolle les morceaux, et puis lui il fait un décor. Il y a un truc comme ça, préhistoire de l'animation avec ce rapport au créateur. À la racine de tout, il y avait ce truc-là quoi. Tu fais bien de rappeler que non seulement le méta est pas nouveau, on n'est pas dans le premier cartoon qui fait dans le méta, il y a plein d'autres cartoons où les personnages sortent de la pellicule, récupèrent du matériel de Warner Bros pour pouvoir utiliser ça contre un autre personnage. Et surtout que le rôle du démiurge, il est présent en fait dès les débuts du cartoon en soi. Je pensais également au film des frères Fleischer avec les cartoons de Out of the Inkwell où c'est pareil, un peu comme chez Emile Cole, on voit les personnages être dessinés avant que l'action se lance, ouais, c'est vrai. Évidemment, Duck Amuck, c'est un film que j'aime beaucoup aussi, qui a compté pour moi et que je trouve quand même important. Mais il faut replacer ce film-là dans le contexte des Looney Tunes aussi. Je trouve que ça marque de manière assez franche l'évolution du personnage de Daffy Duck. Daffy Duck, au début, c'était pas vraiment un espèce de personnage colérique et docile. Par exemple, dans Daffy va à Hollywood, c'est un court-métrage de Tex Avery où il va pas du tout être la personne qui va être le dindon de la farce, ça va plutôt être celui qui va mettre le bazar dans Hollywood, qui va coller des films les uns les autres ensemble comme une espèce d'ancêtre du found footage. On retrouve des bobines et on les colle ensemble, mais juste pour faire une espèce de gag potache. Là, vraiment, Daffy, c'est le gars qui se fait manipuler par Bugs Bunny. De fait, ce personnage qui était à la base totalement nuisant trouve une sorte de petit pathos le rapproche plus de Donald Duck. Je dirais quand même que les Looney Tunes, même s'il y a toujours eu un côté très on brise le quatrième mur, ça n'a jamais été aussi franc qu'avec ce film-là, ou si ça l'a été, ça l'a pas été de sorte à ce que le spectateur pense que ce serait autre chose que du brisage de quatrième mur. En gros, le film, il commence réellement comme un film classique des Looney Tunes et vire progressivement vers cette espèce de chose étrange où le personnage s'adresse à l'animateur. Alors que dans Out of the Inkwell, vraiment, c'était juste parce que c'était la créature de l'animateur qui le faisait sortir de son encrier et compagnie. C'était un rapport différent aux images. Bon, là, je dis ça, je n'ai pas fait une étude extrêmement précise de l'histoire de l'animation pour dire ça, mais je sais qu'en tant que spectateur des Looney Tunes, quand je regardais ça sur sa cartoon, évidemment, un film comme ça, il détonne parce que les autres films, c'est certes du burlesque, mais qui est ancré dans l'univers des Looney Tunes et pas du tout dans un jeu avec le réel comme ça a pu être le cas dans l'animation des premiers temps. Et c'est pour ça que je trouve que le film est intéressant parce qu'il rompt un peu un espèce de pacte à la Disney où le film qui était présenté, c'est un monde réel dans lequel on peut un peu se plonger, même si évidemment la mécanique des Looney Tunes est différente de celle des Disney. Il y a quand même des animateurs communs et un héritage commun qui se déploie dans ces films-là, d'autant plus dans les années 50 où l'animation Disney est quand même bien rentrée dans les têtes. Il n'y a pas vraiment de contrepoint extrêmement important à cette animation-là. Les frères Fleischer ont déjà essayé de faire leurs films d'animation Disney et sont passés à des adaptations de Superman. Donc on a complètement perdu cet héritage du début du cinéma d'animation. Et là, on revient par un espèce de truchement étrange à cette espèce d'imprévisibilité de l'action qui s'ajoute justement à la mécanique du cartoon, à la Looney Tunes. Et donc, le film, il est important pour ça. Je pense que s'il a embarqué les esprits, c'est parce que justement, les gens étaient habitués à des films de Looney Tunes qui se passaient dans le monde des Toons. Et à chaque fois que le monde des Toons va rejoindre le monde réel, comme ça a pu être le cas dans Roger Rabbit, dans Space Jam et compagnie, ça va toujours être vu comme une révolution, j'ai l'impression. Mais finalement, on se rend compte que c'est juste des imaginaires de l'ancien temps qui reviennent.
Je pense que c'est pas pour rien que ce film, dans la filmographie de Chad Jones, c'est un de ceux qui ressort avec What's Up Paradox, qui est un épisode des Looney Tunes qui se joue comme une espèce de tragédie antique. Si ces épisodes-là, ils sont quelque chose de d'étonnant pour le spectateur, c'est parce que justement, il y a cette brisure avec ce qu'étaient habituellement les Looney Tunes, qui est quand même une formule bien huilée. Il suffit de voir les Bip et Coyote qui sont littéralement le même cartoon à chaque fois pour se rendre compte que, bah, évidemment, injecter un peu de neuf dans cette formule bien huilée, eh bien, ça fait des étincelles. Ça me fait penser en fait ce que tu dis à votre épisode avec Agathe sur Illusion of Life. Et je trouve intéressant de repenser moi ma manière de voir ces films-là quand j'étais petit, et justement ce rapport à la vie en fait, ce rapport à la vie avec d'un côté Disney qui veut te faire croire à la vie en te cachant toute artificialité, et de l'autre côté donc les Looney Tunes qui eux allaient pouvoir assumer, montrer en fait ce côté, c'est des personnages qui sont dessinés, qui sont créés, qui font partie d'une espèce de mécanique d'animation et tout. Et en fait c'est marrant parce que pour moi, je me souviens ce qui me fascinait particulièrement quand j'étais plus jeune, c'était justement que la sensation de vie, elle était plus forte quand les personnages assumaient d'avoir été créés. Parce que pour moi, ça renforçait le fait que c'était magique en fait. C'est qu'il y a vraiment des gens, et on le rappelle, il y a vraiment des gens qui les dessinent, il y a vraiment des gens qui les fabriquent, qui font partie d'un univers fabriqué. Et pourtant, ils ont l'air vivants. Et le fait que ce soit mis en avant de cette manière-là, pour moi, c'est ça qui était magique en fait. Quand on me rappelait pas que les personnages étaient fabriqués, bah en fait, ça marchait moins sur moi. J'y pensais moins à ce truc-là. Ce rapport en fait à la création qui prend vie avec un côté Frankenstein. Toujours aujourd'hui, en fait, j'y suis vachement attaché, mais je sais que c'est ça qui marchait vraiment sur moi avant. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on continue sur le potache et l'incongru avec Parking de Bill Plympton, qui est totalement dans la lignée des Looney Tunes, n'est-ce pas, Simon? Carrément, bah, en fait, qui est dans la lignée même aussi de Dirty Birdie, hein. Ils sont un peu en continuité, ces 2 choix que j'ai faits. En gros, c'est un peu le même genre d'histoire pour moi. C'est un film que j'ai vu assez jeune et qui était en fait enregistré, sur une cassette, mais par erreur. Il était diffusé genre avant un programme. Sur la cassette au début, par hasard, il y avait ce truc. Il y avait Parking, de Bill Plympton, donc un animateur, américain qui a fait énormément de courts-métrages et quelques longs, comme par exemple L'impitoyable lune de miel, il y a aussi eu Les mutants de l'espace, Les amants électriques. Et il a fait beaucoup, beaucoup de courts qui je trouve marchent mieux. Et ça va vraiment être un animateur qui va être très attaché au fait de faire des personnages qui vont être très cartoon, mais avec encore une fois un côté peut-être un peu glauque, qui vont être très déformés. Il va y avoir un rapport à l'organique, très légèrement aussi au gore, au sang, aux substances, aux fluides corporels. En tout cas, il y a un rapport quand même au sale dans ces films-là. Il va avoir un peu des caractéristiques de cartoon pour adultes, quoi, en fait. Qui, je trouve, pour moi, marche mieux, finalement, sur les enfants. Donc Parking, c'est l'histoire d'un gars qui vient de terminer un parking, il met la dernière bande de peinture blanche, et il va dans sa cabine qui gère la levée de la barrière qui permet d'entrer dans le parking. Et il est trop content, il manipule la barrière avec grand plaisir, il danse dessus. Et son gros problème, c'est qu'il y a un brin d'herbe qui pousse sous le parking et qui va donc en gâcher la magnifique beauté bétonnée. Le film va être globalement une guerre entre ce mec et ce brin d'herbe, ou plutôt ces brins d'herbe, il y en a de plus en plus qui vont commencer à pousser, et qui vont lui mener la vie dure, pendant que les automobilistes essayent d'arriver, mais que la barrière reste fermée parce que le parking n'est pas encore parfaitement bétonné. Au départ, il va juste arracher le brin d'herbe, tout se passe bien, et puis il va arriver à la fin avec un canon, de la dynamite, et puis à chaque fois, avec encore une fois une dynamique très très Bip Bip et Coyote pour le coup, il va toujours en fait voir ses attaques se retourner contre lui. J'avais un souvenir de ce film comme quelque chose de beaucoup plus long, et il y avait une image, moi, qui m'avait marqué particulièrement, et donc je pensais que c'était tout un segment du film, mais en fait c'est très court, c'est juste un gag de quelques secondes. C'est le moment donc, où il tire au canon sur l'herbe. L'herbe, d'une manière ou d'une autre, va lui renvoyer le boulet de canon dans la bouche. Et en fait, il va y avoir un plan rayon X où on voit le boulet de canon se déplacer à travers tout son système digestif. Alors désolé pour le running gag, mais donc ça va ressortir par ses fesses. On va voir des fesses, encore une fois, dans un film que je recommande aujourd'hui. Les fesses, ça fait rigoler quand t'es enfant. Mais il y avait ce côté très flippant. On voyait cet énorme boulet de canon se déplacer à travers son corps. Et il y avait plusieurs trucs comme ça chez Bill Plympton qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais jeune dans ce film, et puis aussi dans le film Hit, comme Manger, où il y avait aussi un côté très très burlesque, mais qui allait toujours un peu trop loin par rapport au cartoon que j'étais habitué à voir, qui faisait que j'avais toujours l'impression de voir un truc qui dépassait les bornes en fait. Et c'est ça moi qui fait que j'aime beaucoup Bill Plympton, et qu'il a été important pour moi quand j'avais une dizaine d'années, et qui est toujours un peu déceptif aujourd'hui quand je revois ses productions ou que je les découvre, parce que aujourd'hui en fait je vois plus ça. Aujourd'hui je vois juste des gags un peu plus adultes que des gags de cartoon classiques, mais qui a plus cet aspect où il dépasse les bornes. Pour moi il y avait ce côté un peu insolent qui me faisait aussi penser au côté Poisson d'avril, parce que c'est de la farce, c'est du gag, on fait un peu ce qui nous fait marrer sans trop réfléchir. Voilà, c'était surtout l'occasion de le mettre en avant comme un cinéaste d'animation, de cartoon pour enfants qui sont plus tout à fait enfants, quoi. Il se définirait même plutôt comme un animateur pour adultes. Carrément, bien sûr, quand je le présente comme ça, c'est justement pour faire un contre-pied par rapport à ce qu'il revendique, qui est justement de l'animation pour adultes. Si je le présente comme ça, c'est parce que moi, c'est là où je l'ai trouvé le plus marquant, en fait. C'est pas tout à fait étonnant. Généralement, lorsque tu mets les enfants devant quelque chose qui leur est destiné, ils vont par désobéissance aller chercher quelque chose qu'ils ne seraient pas encore à même de pouvoir regarder. Cette espèce de curiosité qu'on peut avoir à cet âge-là. Par rapport à Plimpton qui peut-être s'essouffle d'une certaine manière, c'était une réflexion, je crois, qu'on s'était fait
avec Maud justement lors de la présentation à Montreuil. Sachant en fait que Plimpton maintenant a 76 ans, que c'est un animateur en activité depuis plus de 40 ans, si son irrévérence et son insolence pouvaient être assez folles dans les années 80-90, désormais son humour tient un peu du tonton qui raconte des blagues salaces au bout de la table. Oui, tellement. Moi, ça me ravit, mais ça me ravit au plus haut point. Il va aller chercher, comme tu dis, des métamorphoses, des gags dans l'animation que tu ne pourrais pas montrer dans le cadre d'une production plus institutionnelle. Étant donné qu'il est indépendant, il peut se permettre de montrer de la tripaille, d'aborder la moindre idée qui lui vient en tête. Je sais pas, animer les rides du visage du mec pour figurer la colère qui est en train de l'animer ou présager le danger qu'il assaille. Des idées visuelles que je crois pas avoir vues ailleurs, mais étant donné qu'il est quasiment seul aux manettes des milliers de dessins qu'il a à accomplir, peut-être des centaines de dessins en tout cas sur un court-métrage de 5 minutes, mais c'est déjà énorme pour un seul animateur. C'est un peu sa liberté de ton, moi, qui me plaît, même si je suis toujours un peu peut-être blasé des fois par ce côté très croquis, mais qui au final lui offre énormément de liberté d'animation, mais du coup il y a aussi quelque chose de très grossier, mais ça fonctionne avec son ton. Je peux avoir un avis assez ambivalent sur Plimpton, mais ceci dit, je suis toujours assez conquis par son indépendance tant économique que artistique en fait. C'est quand même un gars qui a choisi son indépendance au détriment de millions que lui offrait Disney dans les années 90 pour travailler sur le personnage du génie dans Aladdin. Lui d'ailleurs qui rêvait depuis qu'il a 6 ans de travailler chez Disney, arrivant dans les années 80 à l'époque où Disney commençait à un peu battre de l'aile, il n'a pas pu emprunter la tangente et profiter d'un second âge d'or de Disney avec l'arrivée de la petite sirène. Et il est toujours un peu resté à la marge. Enfin, il a pas mal d'ailleurs fait profiter de ses talents à des chaînes comme MTV, comme ça a été le cas pour Dilworth aussi au début de sa carrière, ou des programmes courts qui essayaient en fait aussi de raviver cet esprit-là du cartoon en mettant un peu les potards à sang et en permettant aux animateurs de faire des choses encore plus crues que ce que pouvaient faire des Tex Avery et autres. Je peux trouver à Plimpton pas mal de choses à reprocher, à redire ou des limites dans son cinéma que j'aurais quasi systématiquement une affection pour sa persévérance, pour son application à son travail et j'aurais toujours une attente de ses prochains projets aussi. Moi, j'avoue, ce film-là m'évoque pas grand-chose, malheureusement. Je l'ai trouvé sympa, mais c'est pas le meilleur Plimpton que j'ai vu, je dirais. Je vais plutôt parler de Plimpton dans ce que j'aime chez lui. Plimpton, c'est un artiste qui aussi me laisse parfois à mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que je suis pas forcément fan de son côté très archétypal quand il crée des longs métrages, même si j'ai quand même de l'affection pour Des idiots et des anges, parce que j'avais été vraiment bouleversé par ce film quand j'étais au lycée, mais bon, ça c'est une autre histoire. Il y a quelque chose qui me plaît vraiment chez Plimpton, c'est la manière dont ces dessins semblent être des espèces de croquis retrouvés dans le cahier d'un élève distrait qui dessine des trucs un peu salaces pendant ce cours de maths, ce genre d'imaginaire qui est déployé. Même si ces fantasmes s'arrêtent quand même pas mal aux années 50, même au niveau de ses designs, il y a quand même toujours une manière de mettre le trait au devant de ces films-là, qui, je trouve, a quelque chose d'assez charmant, enfin moi qui me plaît de manière esthétique et qui compense parfois le manque de mouvement qui est quand même manifeste dans ces films. C'est pas de l'animation en deux temps. Dans tous les cas, il y a quand même quelque chose de très très saccadé dans ces films-là, qui est compensé justement par cette mise en avant du trait et par son indépendance un peu à tout prix, qui se déploie à la fois dans le cinéma et dans le dessin de presse, là où il a débuté. Quand cet élément graphique-là disparaît, ça met en avant aussi ses défauts, on va dire, d'un imaginaire qui est très suranné. Je pense à son dernier film, La Vengeresse. La Vengeresse, oui, qui est réalisé en numérique. Et je trouve que le film, il manque totalement de charme. Et on retrouve que l'aspect gras qui est pas très plaisant à regarder. Plimpton, c'est surtout un affect graphique qui fait que j'aime ces films-là, plus que son imaginaire assez suranné et sa manière parfois un peu niaiseuse de construire des histoires qu'on retrouve dans Cheatin' ou dans Hair High, surtout. Bah, je crois que je préfère quand il raconte pas des histoires, justement. C'est pour ça que je préfère ses cours, parce que je trouve que c'est là qu'il est le meilleur. Il va être à la fois du gag et de l'exploration esthétique, parce que c'est vrai que tout est dans l'esthétique chez Bill Plimpton. C'est là où se trouve la magie un peu de ses films, et ce truc qui est un peu trop étrange par rapport à ce que ça raconte, quoi. D'ailleurs, cette histoire des rides, Alexandre, dont tu parlais, là, sur le visage, ça, c'est le genre de truc qui, moi, m'avait beaucoup marqué dans ce film, parce que c'était bizarre, en fait, et c'était très curieux, et globalement, en fait, toute cette déformation des visages des personnages dans ces films, bah, il y a quelque chose, je trouve, de très angoissant. Ces rides qui se mettent à dessiner quelque chose, ou dans ces mouvements de bouche qui sont hyper déformés. C'est des persos qui donnent pas envie d'être approchés, qui portent quelque chose d'assez sombre quand même.
Cette esthétique, elle a quand même un pouvoir un peu d'angoisse qui donne un peu de sel à ces films-là. Et j'ai pas vu La Vengeresse, je savais pas que c'était totalement numérique. Il a été travaillé sur ordinateur. Il fait partie des peu de films que Plimpton a travaillé sur ordinateur parce que là, par exemple, pour ce prochain film, l'ordinateur intervient à la phase du scan et de la colorisation. Et il est très vite revenu sur ce choix de se dédier entièrement au travail sur l'ordinateur parce que c'est aussi quelque chose qui alourdit son processus de travail étant donné qu'il travaille assez vite. Il est dans des tunnels de dessin et de graphie comme ça assez continuellement. On va continuer sur les blagues moins salaces avec Practical Joker de Lapin Discret. Lapin Discret étant une série, pas du tout un réalisateur. Le réalisateur étant Shivan Ramsaran, qui est un réalisateur de séries d'animation dont je ne connais pas grand-chose du travail. Ce qui m'intéressait, c'est de sélectionner un épisode de Lapin Discret, qui est une série qui est assez singulière en son domaine, ce qui ne se voit pas forcément avec l'épisode que j'ai sélectionné. L'épisode est assez classique d'un personnage qui fait des tas de blagues et qui prend un peu la monnaie de sa pièce avec tous les personnages qui s'allient pour lui faire une blague en retour. Des choses qu'on peut revoir, je suppose, aussi dans Bab par exemple, ou dans d'autres séries. C'est quand même un topos assez commun des séries pour enfants. Mais ce qui m'intéresse dans Lapin Discret et qu'on voit quand même un peu dans cet épisode-là, c'est que c'est une série qui est très discrète, elle aussi. C'est une série qui est vraiment dans une espèce d'économie de moyens, de mots et d'animation, sans être totalement statique, hein. C'est juste qu'on a l'impression qu'aucun des mouvements qui est donné aux animaux est là pour rien. Ils sont là à la fois, on a l'impression qu'ils existent un peu pour rien, puisque toute la série, en fait, c'est des épisodes qui s'articulent dans un espèce de flou où on ne sait pas trop quand est-ce qu'est la chute, quand est-ce qu'est le début, quand est-ce qu'est la fin. Dans certains épisodes, parfois, il y a des tas de péripéties qui arrivent qui n'ont pas vraiment de rapport avec la chute finale, qui va être une rime avec une situation qui s'est déroulée dans les premières minutes. C'est une série qui est dans un espèce de flottement. On a l'impression de flotter dans cette série-là. Ce qui est très singulier, c'est que c'est une série pour enfants et les séries pour enfants vont généralement à l'addition de péripéties, de choses qui se passent et compagnie. Là, vraiment, on a l'impression qu'il y a une espèce d'idée de base dans certains épisodes et qu'il y a des petites choses qui se rajoutent dedans, mais que ces petites choses-là, ça va jamais être des choses qui vont être vraiment exceptionnelles et extravagantes, juste des petites péripéties qui arrivent en passant jusqu'à la fin de l'épisode. Et ça donne une série où on a l'impression un peu d'être dans des instants de vie de personnages de cartoon qui ont malgré tout des événements un peu burlesques qui arrivent dans leur vie, mais qui restent aussi très quotidiennes. Et cette espèce de mélange des styles fait que cette série-là, elle est très intéressante, même si cet épisode-là est le plus classique des Lapins Discrets que j'ai vu. C'est une série qui vaut le détour, qui est une production canadienne d'ailleurs, qui a été diffusée sur Télétoon, qui est quand même un contrepoint à la majorité des séries pour enfants qui étaient produites à l'époque, je dirais déjà parce que Bob l'éponge était déjà très présent dans les imaginaires, et les séries pour enfants qui se produisent maintenant, qui sont d'autant plus avec les productions qui sont disponibles sur YouTube, sur l'addition d'événements et de choses qui t'arrivent à la tronche, alors que là, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Tu parlais de légèreté, je crois. Et étant donné que tu vois ce lapin discret aller dans un magasin de farce et attrape et enchaîner les applications de ses différents tours à son entourage, tu le trouves très vite lourd, mais tu le trouves pas méchant. Tu sens que son intention est plutôt, oui, d'amuser ses amis, mais à la fin, oui, quand même, ses amis sont très agacés, ils renvoient la balle. Et ça intervient pas comme une morale, mais comme une espèce de leçon, mais pas dans ce que ça peut avoir de péremptoire. Enfin, ça m'a un peu surpris, je dois dire. Et c'est vrai que si la série est économe, elle a pas l'air forcément fauchée. Enfin, il y a une sorte de simplicité du trait, des designs. Enfin, il y a quelque chose de un peu de l'illustré pour la jeunesse. Ouais, je suis totalement d'accord. J'imagine ça très bien être adapté ou venir d'une série d'albums pour la jeunesse, à la Petite Ours Brun ou ce genre de choses. Je crois que la vidéo que tu nous envoyais était une capture de Canal J, non? Donc ça a été diffusé en France. C'est pas Canal J, il me semble. Je sais pas si ça a été diffusé en France, je sais que ça a été diffusé au Québec, du coup c'est pour ça que Lapin Discret existe en tant que titre, mais je suis pas sûr que ça a été diffusé en France. En même temps, Télétoon, c'est une chaîne qui est aussi diffusée en France, mais oui, ça reste quand même une série très confidentielle. Même dans les productions de Télétoon, c'est pas l'une des plus connues. J'ai vraiment découvert cette série, je la connaissais pas du tout. Mais qui est intéressant parce que du coup, le lien mettait 2 épisodes côte à côte. Donc il y avait l'épisode Practical Joker et puis il y avait aussi un épisode sur un chapeau, donc j'ai oublié le titre précis. Et je trouve le personnage de Lapin Discret assez étonnant. Par exemple, dans l'épisode où il fait toutes ses farces en fait, ses amis, dans mon souvenir, dans mon ressenti, il y a ce truc où en fait il fait des blagues, mais j'avais un peu de la peine pour lui parce qu'il était toujours mort de rire de ses blagues. Mais en face, les gens n'étaient même pas vraiment énervés, ils étaient juste en mode mais c'est pas marrant en fait ta blague. Et
Et je trouve que c'était un peu, du coup, attendrissant de voir ce lapin qui était plié de rire à chaque fois, et les gens en face rigolaient pas. Et je trouve qu'il a un côté étonnant, en fait, ce personnage, qui a été renforcé dans l'épisode avec le chapeau, je trouve. En gros, il a super faim pendant une séance de ciné. Il se dit, mince, j'ai pas acheté à manger. Et il y a une dame à côté de lui qui s'assoit, qui a un chapeau avec plein de fruits dessus. Et il se dit, ah, mais là, il y a plein de fruits, j'ai trop envie d'en prendre un. Et il prend une pomme, il croque dedans, et c'est dégueulasse, en fait. Enfin, vraiment, l'histoire de cet épisode est hyper curieuse, je trouve. Et du coup, il passe tout l'épisode à essayer de rendre la pomme croquée au chapeau de la dame sans jamais y arriver. Et il finit en découvrant que la dame, en fait, elle vend ce chapeau, un truc de seconde main. Et donc, lui, il s'achète le chapeau et il le porte fièrement. Et je trouve que dans le récit de cet épisode, combiné à l'épisode Practical Joker, il y a quand même un portrait de personnage qui est hyper difficile à lire et je trouve assez touchant par rapport à son rapport au réel. Il a l'air vraiment dans son monde d'avoir sa logique. Enfin, c'est lapin discret déjà, on voit qu'il est plutôt discret, plutôt timide, puis un peu angoissé. Ça me rend assez curieux en fait de creuser un peu ce personnage que je trouve particulièrement riche intérieurement. Souvent les personnages de cartoon, ils ont leurs caractéristiques. Bon là on pourrait dire bah oui, il est discret. Mais là je trouve qu'il a l'air quand même assez complexe. Je sais pas si Simon, toi tu pourras confirmer en ayant vu plus que moi. C'est assez juste ce que tu dis et je trouve que la remarque d'Alexandre est totalement à propos par rapport à la série, c'est-à-dire que je me souviens des albums que je lisais quand j'étais enfant, des albums qui étaient plutôt des espèces de tranches de vie très morcelées. Souvent, j'avais pas l'impression qu'il y avait une morale particulière qui était dite, juste une succession d'événements qui advenaient et à la fin, le livre se terminait. J'aime bien cette manière de proposer des récits qui sont simples, qui sont accessibles aux enfants, mais qui sont pas non plus des récits qui vont leur rentrer des choses dans le crâne, mais qui vont faire un peu travailler leur imagination, leur sensibilité, proposer des personnages qui eux aussi ont un rapport décalé au monde, ce qui est aussi le cas, je pense, des enfants en bas âge qui découvrent un peu le monde et les interactions. Le personnage a un côté un peu enfant finalement, c'est-à-dire que il sait pas vraiment quoi faire, il est toujours un peu craintif de ce qui peut advenir et les solutions qu'il trouve sont toujours un peu en décalage avec une sorte d'esprit commun d'adulte. De fait, ça crée des épisodes qui sont aussi un peu charmants car il y a toujours un truc qui est un peu étrange et décalé dans cette série-là. Et j'aime bien l'épisode que je voulais proposer de base, mais il n'y avait pas trop le côté blague, donc je suis parti sur autre chose, où le lapin discret va faire du saut à l'élastique parce qu'il a vu un écureuil qui allait de poteau électrique en poteau électrique. Il a voulu tester le saut à l'élastique, mais il était extrêmement craintif quand il a fait ça. Il avait peur, il avait le vertige. Il fait le saut à l'élastique, ça se passe super bien. Et il revient sur ses pas et il voit un écureuil sur les poteaux électriques comme au début. Et là, il est pris d'un énorme vertige après coup. Et l'épisode se finit comme ça. Juste le lapin qui prend après coup conscience d'une émotion qu'il avait en lui et qu'il n'avait pas réalisé quand il a fait de saut à l'élastique. Et rien que ça, je trouve que c'est un rapport trop étrange au réel, une manière très bizarre de construire des épisodes de série parce que là, il y a vraiment aucune morale qui est donnée, contrairement à Practical Joker où on peut dire bon, bah voilà, ne fais pas des blagues à tes amis qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse à toi. Là, vraiment, on se retrouve juste devant un espèce d'état d'un personnage et effectivement, on découvre une autre part de sa personnalité par rapport à des actions qu'on voit de lui parce que au-delà de ça, vu que c'est un lapin discret, il parle jamais. Donc, c'est que par les actions qu'on peut avoir un rapport avec l'intériorité de ce personnage-là. C'est très étrange de parler d'intériorité d'un personnage de cette manière-là pour une série qui est quand même destinée aux petits-enfants. Non, on voit un peu les lignes directrices dans vos travaux. Toi, les trucs un peu métaphysiques et les fesses avec Simon, c'est très intéressant. Ça va continuer et ça va continuer sur les fesses. On va peut-être passer à un poisson qui n'est pas d'avril, mais qui est échoué, celui de Dry Run, de l'animateur Félix Colgrave. Alexandre, c'est à toi. Dry Run, c'était sorti en 2018, d'abord je pense sur Adult Swim, étant donné que c'était une commande faite à Colgrave, un animateur indépendant australien qui a pas mal travaillé, comme énormément d'animateurs indépendants, sur des clips, des publicités. Il a même un peu travaillé sur des jeux vidéo, apparemment des animations in-game sur Fallout 4. À l'instar de pas mal d'autres animateurs issus d'Internet, qui sont un peu les enfants d'Internet et de cette culture-là, il est très imprévisible dans ce qu'il peut proposer, dans la façon dont les événements vont se suivre, et ça peut s'expliquer de par sa façon de travailler. C'est-à-dire que Félix Colgrave apparemment est synesthète, c'est-à-dire que ses différents sens se confondent et il ressent les choses d'une façon différente en termes de perception. Du coup, son dessin fonctionne vraiment d'une manière qu'on pourrait associer au cadavre exquis. C'est-à-dire qu'il n'écrit
que très peu son scénario. Il part d'un titre, d'une idée visuelle de base, peut-être le premier plan. Donc là, dans le cas de Dry Run, un front de mer avec quelqu'un qui arrive sur cette plage et soudain, dans la forme de sa tête, lorsque le personnage va se dégager du plan, on va découvrir une énorme créature lacustre. Ce sont vraiment des enchaînements d'idées qui fonctionnent principalement sur le plan visuel. Et ça a quelque chose d'un peu surréaliste. Ça crée toujours des visuels assez fous, comme dans deux autres de ses courts-métrages. Je pense que vous les connaissez, donc The Elephant's Garden, qui, je crois, est son film de fin d'études en plus. Donc ça m'a mais considérablement étonné. Le film est très très abouti et très professionnel. Je trouve le film vraiment magnifique. Et The Double King, qu'on pourrait un peu plus associer à du cartoon dans la quête que le personnage a de forcément choper la deuxième couronne. C'est cet élément-là d'imprévisibilité à la fois tant scénaristique que visuel qui, je trouve, fonctionne à merveille, en tout cas en termes de Poisson d'avril dans le cas de Dry Run, parce qu'on est sur une créature lacustre qui, une fois débarquée sur la plage, essaye de s'enfoncer dans la terre. Et on se dit, mon Dieu, mais c'est terrible. Et en fait, pas du tout. Cette créature-là vient juste faire ses courses et largue un énorme butin de pirate pour pouvoir repartir avec ses 15 paquets de clopes et ses 50 paquets de chips. C'est complètement improbable. Entre-temps, ça fout la pagaille dans le petit village balnéaire où il passe. Le gag final, qui est quand même un peu sombre aussi, c'est qu'on se rend compte que la créature participe à la pollution des océans et lâche tous ses emballages dans la mer. C'est un peu pour toutes ces raisons-là que Félix Colgrave, parmi d'autres animateurs, on pourrait penser à Syriac, à Lee Hardcastle, il y en aurait plein d'autres d'animateurs comme ça qui se sont fait connaître sur Internet, qui valent vraiment le coup d'être suivis et à mon sens d'être défendus. Et c'était un peu l'occasion d'aborder ce sujet-là par cet exemple qui, je trouve, se prête très bien à la thématique du poisson d'avril. C'est littéralement ça, un poisson qui fait une blague, qui propose une situation inattendue. C'est quelque chose en tout cas qui moi me plaît beaucoup, ce genre de moment un peu surprenant où tu vas tomber sur une vidéo infiniment bien faite et sur lequel tu sens qu'il y a des heures et des heures de travail au détour de pérégrinations sur YouTube ou sur Vimeo. D'ailleurs, tu disais, Simon, que son passé dans l'animation internet remonte même à Newgrounds et ça, j'aimerais bien t'entendre développer là-dessus. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Félix Colgrave, depuis son adolescence, il postait ses animations sur le net sur Newgrounds, sur un compte qu'il a désormais supprimé, et qui contient notamment un de ses premiers films qui s'appelle The Pig Pen, qui est assez impressionnant quand on se rend compte que c'est un adolescent de 16 ans qui a fait le film, sur des cochons qui vendent des parties de leur corps pour pouvoir s'acheter de l'argent et se transformer dans des sortes de tirelires vivantes. Ce que j'aime bien dans les films de Félix Colgrave, c'est que il a remplacé une forme d'humour noir qui était présente dans ses débuts et qui est encore présente dans Dry Run et qui est aussi compensée par une recherche des créatures bizarroïdes qui étaient là depuis le début, mais qui se complexifient encore et encore avec un espèce d'attache à la nature et parfois avec une sorte de message délivré au spectateur presque de manière inconsciente. C'est-à-dire que The Pigpen, par exemple, on pourrait y voir une espèce de métaphore du capitalisme. Lui, quand on lui demande ce qu'il a voulu faire avec ce film, il dit: j'ai voulu faire un film sur des cochons. C'est presque son esprit qui met des choses dans ces films-là, qui suivent le flux de sa pensée. Dry Run, je pense que c'est un peu différent parce que c'est une commande et ça doit correspondre à quelque chose d'un peu gagasque quand même malgré tout. Même si on retrouve quand même cette manière qu'il a de construire des créatures avec des phalanges très compliquées et une forme qui a aucun sens, quelque chose de complexe à animer, c'est quelque chose qui me ravit à chaque fois, c'est-à-dire de voir ce qu'il va nous proposer dans son nouveau petit bestiaire. Je dérive sur d'autres de ses films. Elephant Garden, Double King et son dernier film, donc, il me semble, Donc, ouais. ont un petit sous-texte écologique, mais sont surtout des espèces de réinventions par la matière, puisqu'ils trouvent des moyens de créer des personnages qui sont pas juste différents en termes de forme, mais qui sont différents en termes d'apparence. Donc, utilisent notamment la 3D. Et d'autres de ces films utilisent des techniques qui peuvent s'apparenter au cut-off, au papier découpé, même si c'est réalisé à l'informatique. Ce que j'aime bien, c'est que ces films-là, et même dans ce film-là, il y a toujours des choses un peu étonnantes graphiquement, genre le personnage qui est dans sa voiture, et sa voiture, c'est finalement juste une tête avec une main dans la vitre qu'on peut voir, et jamais un corps. C'est une idée qui est toute simple, mais qui me marque. Le flic est la voiture, ouais. Oui. C'est aussi vraiment le bestiaire qui me marque à chaque fois du côté de Félix Colgrave. Et même pour dépasser un peu la question du bestiaire, en fait, la question des corps de manière générale. Parce que là, dans Dry Run, forcément, il y a le poisson, cette voiture flic, etc. Mais même les gens, en fait, avec leurs grosses mains, la manière dont les mains se déplacent, qui est aussi un héritage de l'animation Flash, je pense.
Cette précision aussi des mains par rapport aux autres parties du corps, tout ça, je trouve que c'est assez génial à voir à chaque fois. Et effectivement, je crois que tu mentionnais ça, en fait, Alexandre. Moi, il y a un truc qui me plaît dans ce film, c'est qu'en fait, c'est un film qui n'a pas d'intro, pas de générique de fin. C'est le truc, tu le vois, il dure 2 minutes, tac, ça se coupe à la fin sans prévenir. Et je sais pas, il y a un truc qui, moi, me plaît beaucoup dans cet aspect sans cérémonie, en fait. Le côté, tu tombes là-dessus, il se passe ça s'arrête, il y a autre chose qui va arriver, et où en fait, t'es pas prévenu, t'es pas accueilli, en fait, là-dedans, c'est t'arrives là-dedans et c'est une surprise, un petit peu. Ce qui va bien, encore une fois, avec le côté Poisson d'avril, je trouve. Mais c'est un film, peut-être sans forcément parler du film de commande, c'est vraiment un film, un gag. Il est un peu plus simple, on va dire, que ce qu'il a fait par la suite. Il étire la situation. C'est d'ailleurs pour cette raison que le gag fonctionne. C'est que tu t'imagines que ça va virer à la catastrophe, que la créature va pas survivre à son excursion et que tout ça va être très triste. Bon, au final, c'est pas très heureux parce que le film se clôture quand même sur la mort d'un cormoran. Oui, avec un paquet de Pringles dans la gorge. Tout à fait. C'est affreux. Mais c'est vrai que c'est pas le film le plus foisonnant. Quand tu parles de créatures, quand tu parles de bestiaires, quand tu parles de ces éléments de corps comme ça qui semblent presque être des éléments un peu à part. Les mains fonctionnent un peu comme les mains de Rayman. Il n'y a pas ce foisonnement de détails et ces travelling où tu vas rentrer. Il y a presque un truc fractal, je me disais, dans certains de ces courts-métrages, comme Throat Notes, où tu es dans un jardin où un animal essaye de voler toutes les notes des gorges des différents animaux du jardin, ou l'espèce de jardin luxuriant de The Elephant's Garden. Il s'appelle Dry Run, il a quelque chose de très sec, peut-être, en comparaison des autres films de Colgrave. L'occasion était trop belle pour parler du travail de ce type, et qui d'ailleurs se renouvelle pas mal. Quand on voit son usage de la 3D dans Donks, je t'avais fait la réflexion, Simon, on dirait presque justement du Syriac. J'en parlais à l'instant, enfin, d'animations qui sont beaucoup plus fractales, un peu abstraites limite. Il semble abandonner certaines choses et fonctionner juste sur des assemblements d'objets abandonnés dans l'océan qui viennent polluer les fonds marins et qui prennent vie. Ça pourrait être tous les déchets que la créature a laissés pourrir les eaux à la fin de Dry Run. Et c'est qu'en plus, il continue de parfaire tout ça, quoi. Non seulement il a vraiment pris du galon en animation flash, c'est très impressionnant ce qu'il arrive à faire avec du flash. Il se frotte un peu à d'autres choses, quoi. Même si je pense que maintenant il travaille plus sur Flash, vu que c'est un format qui est obsolète. Mais il fait beaucoup de trucs fait main, non? Il travaille sur tablette graphique, donc il dessine à la main, ouais. Enfin, il me semble qu'il anime vraiment image par image, parce que j'avais vu une espèce de making-of de création de créatures, et j'avais l'impression, alors peut-être qu'il fait de différentes techniques pour ses films, mais j'avais l'impression qu'il travaillait vraiment sur de l'image par image, même sur tablette numérique. Hein, mais... C'est tellement fluide que ça m'étonnerait qu'il n'utilise pas des squelettes de marionnettes virtuelles ou des choses comme ça. Je connais très très mal ces techniques-là, donc effectivement on n'est plus dans le flash à proprement parler. Enfin, on t'entend déjà encore parler d'animation flash pour des séries comme Rick et Morty ou quoi. Enfin, c'est plus cet effet de marionnette avec des mouvements un peu rigides, un peu mathématiques comme ça. Il me semble pas qu'il dessine image par image. Il est plus rodé aux techniques informatiques qu'un Bill Plympton, je pense, largement. Maintenant qu'on a parlé d'un poisson qui partait faire ses courses, parlons d'un poisson qui veut retourner sur sa planète. On va passer sur Rien ne sert de courir, il faut partir un point en Baby, un épisode de Space Dandy réalisé par un type qui est un peu spécial. Parle-nous-en, Simon Legloan. Space Dandy, c'est un animé en fait qui est sorti en 2014 et qui est réalisé par Shinichiro Watanabe, donc le réal notamment de Cowboy Bebop et de Samurai Champloo, mais aussi, et tu disais Simon qu'il avait été particulièrement important, Shingo Natsume, qui est le réal de la saison 1 de One Punch Man, de Sonny Boy, sorti il y a quelques années. C'est une série qui est une sorte de comédie, en fait, où on va suivre un dandy de l'espace, qui est accompagné de deux personnages. Un personnage qui ressemble à un chat, mais qui en fait est un alien qui vient de Betelgeuse, qui s'appelle Miao, et un petit robot qui s'appelle Cutie. Et donc, ils vont vivre des aventures comme ça tout au long des 26 épisodes de la série. La particularité de cette série, c'est qu'elle a un côté un petit peu omnibus, en fait, où au début, il va y avoir quelque chose d'assez classique de proposer, donc ce dandy de l'espace, c'est un peu un pervers qui veut draguer de ouf, il est obsédé par les fesses, voilà, c'est le lien entre toutes mes propositions du jour. Son objectif, lui, ça va être d'aller récupérer des aliens non répertoriés encore, pour les amener, en fait, au centre qui permet de prendre en compte tous ces aliens, ce qui lui permettra d'avoir des récompenses, de l'argent, etc., etc. Donc ça va le mener à vivre plein d'aventures dans différents coins de l'espace. Beaucoup des épisodes vont être confiés à des équipes différentes, et l'idée ça va être d'explorer plein de tons et plein de styles graphiques qui vont être différents tout au long de la série. Donc j'avais pas été hyper emballé à la découverte des premiers épisodes, mais quand j'ai commencé un peu à prendre le pli du truc, quand j'ai commencé à comprendre un peu là où elle voulait emmener, j'ai trouvé que c'était quand même une série qui était assez passionnante, qui avait beaucoup de choses à raconter, avec, et ça je vais y revenir, c'est un peu la deuxième caractéristique de mes propositions du jour, avec une certaine complaisance, c'est-à-dire c'est une série qui s'autorise à faire un peu ce qu'elle veut, sans vraiment chercher à faire des trucs incroyables, mais qui va vraiment aller explorer des choses et se faire plaisir en fait. Et je crois que c'est ça que j'aime beaucoup, alors même que ça m'avait peut-être un peu frustré par le passé quand je l'avais découvert il y a une dizaine d'années. Il arrive que certains épisodes soient carrément, toute proportion gardée, des cartes blanches de certains réalisateurs,
Et c'est le cas notamment de l'épisode, donc l'épisode 16 dont je voulais parler aujourd'hui, qui est une sorte de carte blanche à Masaki Yuasa, au sens où il a donc réalisé l'épisode, il l'a storyboardé, écrit et donc il a animé dessus. Il était chef animateur. Évidemment, je pense qu'il avait quand même des contraintes de continuité avec la série, ça se ressent pas mal quand on regarde l'épisode, mais quand même, il a vraiment pu y mettre sa patte et faire un peu ce qu'il avait envie avec Space Dandy. C'est un épisode que j'ai choisi parce que il m'est venu en tête quand on a évoqué cette question du poisson d'avril, parce qu'il y a une figure de poisson qui est assez importante dans l'épisode, parce que c'est un épisode qui est pour moi assez représentatif de l'effet de surprise permanent que propose la série à chaque épisode. Je vais passer rapidement sur l'histoire, en fait, parce que je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais donc c'est Dandy et sa petite bande, ils ont trop faim, et ils vont sur un marché, et en fait, au lieu d'acheter à manger, Dandy il achète une lampe torche qui fait téléporteur, parce qu'il trouvait la fille qui vendait ce téléporteur canon, donc il a acheté ça au lieu d'acheter de la bouffe. Ce que vont lui reprocher ses potes. En utilisant ce téléporteur, il arrive par morceaux sur une planète, il rencontre un poisson qui s'est écrasé sur cette planète avec son vaisseau, et il veut absolument retourner sur sa planète. Donc il va être amené au cours d'aventures sur lesquelles on pourra peut-être revenir ensemble, à reconstruire son vaisseau, à le déplacer dans la surface de la planète, et puis à partir avec Dandy et avec Miao, le petit chat qui est avec eux, pour retrouver sa planète et son petit peuple de poissons. Il y aura une fin tragique, je pense qu'on va être amené à revenir sur l'histoire ensemble, je ne vais pas forcément tout raconter. L'idée étant plutôt de parler donc, de cette série du côté omnibus, et du côté un peu surprise de chaque épisode, surtout que je crois que vous n'étiez pas forcément hyper emballé, soit par la série, pour l'un d'entre vous, soit par l'épisode pour l'autre. Donc je vous laisse aussi peut-être un peu en parler avant de rebondir sur moi, ce que j'en ai pensé de cet épisode. Peut-être en faire un peu plus une défense. Pour l'avoir revu, j'ai trouvé ça quand même vraiment intéressant. C'est tous les problèmes des projets qui sont un peu omnibus, c'est-à-dire que ça varie d'épisode en épisode. C'est les quelques épisodes qui sortaient le plus des modèles, où les animateurs avaient le plus carte blanche, qui me plaisaient le plus, parce qu'il y avait du coup ce plaisir à voir des équipes faire de la série un objet qui leur est un peu plus personnel, qui leur est un peu plus propre, comme c'est le cas de Masaki Yuasa et de tous les animateurs qui ont pu travailler dessus, à l'instar notamment d'un très beau plan de raz-de-marée animé par Shinya Ohira, dédicace à Agathe qui en avait fait une de ses recommandations. Il y a un très bel exemple de ce que Ohira peut faire en termes d'animation. C'est assez brillant cette espèce de raz-de-marée qui ressemble quasiment à une flamèche. C'est splendide ce qu'il arrive à faire, entièrement au crayon de bois. Mais je reconnais que la série souffre un peu de sa répétition. On sait en fait qu'à chaque fin d'épisode, l'alien qu'il recherche n'arrivera pas en fait à être capturé par l'équipe de Dandy. Là, en l'occurrence, le poisson finit par être cuit par une étoile dont l'attraction a aspiré la planète. Au final, Miao est très content parce qu'il va pouvoir manger et il avait la dalle. Tu te retrouves avec une blague en fin d'épisode et en somme, ça fonctionne assez bien. Ce que je préfère dans cet épisode, c'est juste ce que je reconnais de Yuasa, plus que le projet en fait Space Dandy qui est plus un défouloir bas du front mais qui est pas moins réjouissant pour ça, au contraire. C'est juste que tu as ce déferlement mais qui est, je trouve, beaucoup moins intéressant que les déferlements qu'il peut y avoir dans la scène qu'anime juste également Masaki Yuasa dans, je sais plus quel épisode, je crois que c'est le 9 si je dis pas de bêtises, de Samurai Champloo, Ouais. avec des moines soldats cultivateurs de cannabis dans le Japon médiéval, Camulox. La série fait un peu trop éparse, quoi. Elle s'éparpille tout le temps dans des idées d'aliens un peu bizarres, des propositions d'animation qui sont très variées et qui font que la série est riche, mais quand même, elle a tendance un peu à dilapider, je trouve, son butin d'une certaine manière. Je peux pas avoir un point de vue global sur la série puisque j'ai vu 2 épisodes. Le premier épisode qui m'a un peu dégoûté, j'avoue, et cet épisode-là que j'ai quand même vraiment préféré. Ce qui me gêne un peu dans Space Dandy, c'est plutôt l'imaginaire un peu Lupin the Third. J'ai de l'affection pour Lupin the Third, mais il y a un côté pervers pépère qui m'énerve un peu. J'ai pas beaucoup d'affection pour ce genre de héros-là. D'autant que Lupin avait la qualité d'être un singe qui court partout, qui saute, qui fait n'importe quoi. Alors que Space Dandy, il est juste cool. Et du coup, ça enlève énormément du charme du personnage pour moi. Parce que moi, j'aime bien les personnages qui sont un peu nuls. Quand ils sont pervers, au moins, ils ont cette qualité-là. Ils sont un peu nazes. Je sais pas s'il est vraiment cool dans la série quand même. Hein. Ah, je sais pas, j'ai pas vu la série en entier, mais il y a un côté un peu City Hunter qui m'intéresse pas trop. L'épisode d'ailleurs est pas très drôle, je trouve. Il est pas très amusant. Il y a une histoire de poisson qui se fait cocufier par sa femme. Bon, j'ai quand même vu des meilleures blagues dans des séries, mais évidemment, ce qui m'a plu, c'est la forme. Comme chez Plinton d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que c'est pas forcément des objets qui me font mourir de rire, mais c'est toujours des choses auxquelles je peux grappiller par-ci par-là, des aspects qui me plaisent. Et Natsume et Yuasa s'entendent évidemment, puisque Natsume a fait la suite de Tatami Galaxy, une précédente série de Yuasa. Donc c'est quand même significatif qu'il est invité pour cet épisode-là. Et ce que je retrouve de Yuasa me ravit quand même, c'est-à-dire que le moment où Dandy arrive et il n'y a que sa tête qui est téléportée sur une planète, et que le sol commence à se déplacer dans un espèce de geste trop étrange,
Ça, j'ai bien aimé. L'épisode est quand même assez statique pour du Yuasa. C'est pas le plus extravagant qu'il ait fait. Et même dans des séries comme Ping Pong, qui sont elles aussi très statiques, il y a quand même une vivacité dans le storyboard qu'on retrouve pas forcément ici. Mais le plan, voilà, de l'arrivée sur la planète, le plan de Oira, et quand même l'énergie qu'il a propre plutôt à Space Dandy, avec des situations qui s'enchaînent de manière un peu idiote, et le côté un peu défouloir d'animateur, c'est à la fois enthousiasmant et un peu décevant. Je pense aussi à Panty Unstocking, qui alterne entre des épisodes qui sont vraiment très amusants ou au moins impressionnants graphiquement, et des choses qui sont ni fait ni à faire. Il y a toujours un peu à boire et à manger, que ce soit de la nourriture bonne ou infecte, que ce soit de la boisson qui te ravisse ou qui te donne des coliques. C'est toujours un peu la boîte à surprise, ces séries-là. Et là, c'est plutôt une bonne surprise, mais j'ai peur quand même que si je regarde la série un peu plus attentivement, je trouverai des choses qui me ravissent moins. Moi, à l'époque, pour le coup, je me souviens que quand j'avais vu cet épisode-là, enfin, j'étais un peu hypé parce que c'était genre: «Oh, un épisode par Yuasa». Moi, je sais que j'avais vu assez peu de temps avant quand même Tatami Galaxy et Ping Pong, donc j'étais très, très chaud et j'avais effectivement été un peu déçu de me dire: «Bon, bah, c'est quand même, Yuasa un petit peu léger, un petit peu mineur et puis c'est pas aussi explosif que d'habitude». Là, en le revoyant, j'ai trouvé quand même ça très chouette, en fait, justement, ce côté, sans prise de tête, ce côté un peu, justement, qui cherche pas forcément à être drôle, mais qui va juste, hem aller explorer des motifs. Effectivement, bah, les deux highlights de l'épisode, ils ont été cités, hein. C'est vraiment cette scène avec la tête de Dandy et le poisson et le sol qui se met à défiler sous leurs pieds sans qu'on sache au départ pourquoi. Et puis bah, évidemment, cette espèce de colonne d'eau qui est attirée par la gravité de la planète, qui sont deux scènes qui sont assez ouf. Alors c'est pas très drôle. De toute façon, je pense pas que l'épisode soit censé être drôle. La série globalement s'autorise vraiment à ne pas chercher à faire des blagues. La seule blague étant peut-être cette espèce de trucs qui entourent l'épisode, de se dire au départ: bon bah j'ai pas acheté à manger, mais vous inquiétez pas, ça sert à rien de courir, ça arrivera à temps et tout. Et à la fin de l'épisode, bah ouais, vous voyez, on a mangé en ayant fait un big détour. En plus, étant passé par plusieurs longs métrages du USA que j'ai pas forcément trop aimé, où justement il allait explorer des choses, où il a essayé vraiment de raconter des histoires complexes, etc. Alors je parle pas de Inuo que j'ai adoré, hein, mais des deux précédents. Là, ça m'a fait plaisir de voir un USA qui fait les choses à la cool. Alors je sais pas dans quelle mesure il a eu le droit de faire ce qu'il voulait, mais j'aime bien ce truc de juste: bon, je vais raconter ça, quoi. Bon, je vais faire ça et ça va être marrant. Et ça m'a fait plaisir de voir ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Watsa faire un truc comme ça. Et ça m'a ramené un peu aussi à des trucs qu'il pouvait faire un peu au début de Kaiba, par exemple. Enfin, je trouve que quand Iwasa essaie pas de raconter forcément des histoires qui vont être complexes, c'est là où il peut vraiment s'exprimer de la manière la plus libre. Je trouve que le côté juste inventer des systèmes, inventer. Par exemple, moi j'adore dans l'épisode la logique de la planète qui avant était remplie de racines d'arbres et qui maintenant est remplie de trous parce que l'arbre a brûlé. Donc en fait, c'est une espèce de planète pleine de trous gruyères où tu peux te déplacer en sautant dans un trou et arriver de l'autre côté de la planète. Enfin, il y a plein d'inventivité comme ça que j'aime bien et qui me rappellent ce que j'aimais à la base chez Yuasa aussi, au-delà du fait d'être touché intensément par ce qu'il fait. J'aime bien la créativité simple qui s'en dégage aussi, esthétiquement et même dans ce que ça raconte au final. Voilà, et sinon je recommanderais l'épisode 9 de Space Dandy, qui avait moins de lien avec l'épisode du jour, mais qui est pour le coup réalisé par Eun Young Choi, dans lequel on retrouve moins cette lutte entre un propos et une continuité générale. Là, en fait, on sent quand même que Yuasa, il se heurte un peu au fait que bah, il s'intègre dans Space Dandy, qui est quand même une série avec ses obligations, etc., etc. Et je trouve que pour le coup, dans cet épisode de Eun Young Choi, qui tourne autour d'un monde de plantes, on a un épisode qui est plus radical et qui arrive, je trouve, cette fois justement à dégager de l'émotion qui va vraiment être amenée par ce réal et par cette esthétique qui est amenée. Donc voilà, c'est ma petite reco bonus par rapport à Space Dandy. Moi, je recommande la série, hein, pareil. Je recommande vraiment la série, je trouve qu'il y a plein de choses à y trouver, et malgré ses défauts, et je pense qu'elle a beaucoup de choses à offrir quand même. Après, bon, si on n'accroche pas, on n'accroche pas, hein, mais je pense vraiment que c'est une série qui a beaucoup d'intérêt. Non, c'est vrai qu'il y a l'épisode de Nyung Choi qui est bien, qui est d'ailleurs la comparse tant au travail qu'à la ville de Masaki Iwasa. Tout à Donc fait, ouais. c'est cool de la mentionner. Et ouais, non, quand même, histoire de peut-être tempérer ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est pas parce que la série dilapide que ça vaut pas le coup de la regarder, qu'on peut pas profiter justement de ces trouvailles, quoi. Je me faisais aussi la réflexion que c'est peut-être parfois difficile pour Masaki Iwasa. Enfin, j'ai pu le remarquer pour avoir un peu essayé de creuser dans des épisodes de séries ou des projets sur lesquels il avait pu travailler en tant qu'animateur. Et des fois, il a un peu du mal, dépend du projet, mais il en subsiste certains où il a du mal à trouver son indépendance et à vraiment avoir cette espèce de singularité qu'il a. Et du coup, il passe assez inaperçu. Il peut, en tout cas, passer assez inaperçu. Je me rappelle notamment de l'épisode de la série Lupin the Third à propos de Fujiko Mine, où j'avais pas du tout vu le plan qu'il avait animé, alors que généralement les animations du Wasa, ces designs très géométriques, très tracés, un peu comme des dessins d'enfants, sautent tout de suite aux yeux. Mais dans le cadre de cet épisode-là, le cut d'animation qui ressortait le plus, c'était celui d'Imaishi, qui s'intègre en fait très très bien à l'univers de Lupin the Third et au design de Takeshi Koike qui avait été proposé pour la série. Ce qui fait que c'est quand même un avantage de la série, quoi. C'est qu'il a quand même la place nette pour
pouvoir proposer quelque chose, parce que franchement l'univers de Space Dandy, je pense que c'est pas forcément le plus Yuasa compatible, si je peux dire, et on le note un peu d'ailleurs au début de l'épisode quand ils sont pas encore sur la planète, qu'il est pas encore dans son délire à lui, si on peut dire, et que ça commence à vraiment prendre forme littéralement au moment où ils arrivent sur cette planète gruyère avec ces espèces de marées, colonnes d'eau et qui attirent des étoiles en feu. Ouais. Enfin, là, ça commence à... Et c'est vrai que c'est une idée un peu de space opéra à la Kaiba. Ouais. Ça, c'est le genre de situation que tu pourrais trouver dans Kaiba. Ouais. Je pense qu'on va arrêter de parler de Yuasa, puisque sinon on en a encore pour des heures. Passons plutôt au dernier épisode de série de ce podcast, Un puits de mensonges, de la saison 3, l'épisode 13 exactement, des Simpsons, réalisé par Carlos Baeza, qui est un réalisateur d'épisodes des Simpsons. Pourquoi j'ai choisi cet épisode-là? Déjà parce que je l'aime bien, je suis fan des Simpsons. Je sais pas si vous le savez, mais je suis fan des Simpsons. C'était l'occasion d'en parler parce que je me voyais mal obliger toute l'équipe à regarder une trentaine de saisons des Simpsons pour pouvoir en faire un épisode spécial. Ce serait pas très sympa pour eux, mais un petit épisode par-ci par-là, ça fait pas de mal. Et celui-là a le mérite quand même d'être assez chouette. C'est un épisode assez classique d'un enfant qui crée au loup, parce que Bart reçoit en cadeau un micro et une radio qui lui permettent de faire des blagues. Et là, il fait tomber sa radio dans un puits et il se fait passer pour un petit garçon qui est tombé dans le puits et qui émeut tous les habitants de Springfield et au-delà. Mais évidemment, il reçoit la monnaie de sa pièce au bout d'un moment, même si l'épisode, contrairement à certains autres de la série, parce que Les Simpsons, c'est quand même une série très étrange. Elle a quelque chose de très anachronique sur certains points. Par exemple, le fait que Homer étrangle Bart et que ce soit un gag récurrent, c'est toujours un peu perturbant. C'est même pas très drôle, hein. C'est très étrange de regarder ça aujourd'hui, je trouve. Et un autre truc qui est étrange, c'est des personnages qui vont à l'église, ils sont protestants, et qui a quand même quelque chose de très chrétien dans cette série-là. Et c'est très étrange parce que les Simpsons s'étaient présentés comme l'espèce de famille non idéale, la famille qu'il fallait éviter. Et au début, les Simpsons avaient quand même un côté un peu, c'est pas si irrévérencieux que ça, à part les premières saisons dans le Tracy Ullman Show, c'est les premiers courts-métrages qui étaient diffusés et la première apparition des Simpsons. C'est une série qui est finalement assez sage par rapport à la réputation qu'elle a pu avoir, même malgré Itchy et Scratchy et compagnie. Là, l'épisode, il a un petit côté moraliste, mais on rentre au moment où les Simpsons deviennent réellement les Simpsons. Mais c'est à ce moment-là que les Simpsons, j'ai l'impression, la saison 3, qui est la préférée de pas mal de personnes, deviennent cette espèce de machine à gag où les épisodes, certes, existent pour raconter une histoire parfois émouvante ou intéressante, mais existent surtout pour dérouler des situations. On retrouve déjà les gags à foison. Un invité qui est là avec une espèce de face totalement étrange dans le monde des Simpsons, où il a des tout petits yeux alors que tout le monde a des espèces de grosses pupilles. C'est pas forcément très joli. La guest star étant Sting. Mais là, vous voyez, contrairement aux saisons actuelles où la guest star, c'est vraiment une star, quoi, où il y a une légère autodérision, ou même 10%, c'est Charlie Hebdo à côté. Là, il y a quand même des stars qui, participent quand même à la logique de l'épisode, avec Sting qui se fait jarter par Homer Simpson à la fin. C'est un épisode que j'aime bien et je le trouve vraiment représentatif de cette époque des Simpsons. Je dois admettre que ça faisait très longtemps que j'avais pas revu un épisode des Simpsons et je ne crois pas avoir déjà vu celui-ci. De plus, après, j'admets que, ayant pas ta connaissance très approfondie de cette série, je trouve l'épisode assez... je le trouve décent, quoi. Je le trouve bien. Il y a quelques gags qui fonctionnent. J'aime bien cette surenchère là de charité et de business au final qui tourne autour de cet enfant dans le puits et le fait que Bart finisse par se faire avoir à son propre piège et soit tenu un peu d'en tirer une leçon qu'il ne tient jamais parce que ça restera un sale gosse. Mais pour revenir aussi un peu par rapport à ce que tu disais sur la réputation que la série pouvait avoir en termes de politiquement incorrect, je me demande aussi si les Simpsons n'a pas souffert de la comparaison avec des séries qui sont soit contemporaines, soit postérieures, comme je pense à South Park, je pense aux séries de Seth MacFarlane, des choses comme ça, où ils reprennent en somme la formule des Simpsons avec des familles dysfonctionnelles, mais pas trop, qui arrivent toujours à se raisonner in fine et à se réunir autour de valeurs très américaines, ce que j'ai toujours trouvé assez dérangeant dans ce genre de série, cette restauration du statu quo autour de valeurs conservatrices ou républicaines. Pour le coup, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis. Je t'interromps, je suis désolé, mais je trouve que c'est quelque chose qui est présent dans les Simpsons, mais qui est pas du tout présent dans les séries de Seth MacFarlane et South Park, qui au contraire restent toujours destroy dans la manière dont les personnages apparaissent, ou alors j'ai pas assez vu ces séries-là.
Par exemple, quand on regarde Family Guy, c'est des personnages qui sont dysfonctionnels et qui resteront dysfonctionnels et au contraire, il y a quand même quelque chose de tellement immoral que ça en est un peu, salissant. Le fait que Meg, l'adolescente, se fasse toujours taper et humilier par le frère et par le père, que le père, soit toujours aussi débile et fasse n'importe quoi et lui arrive n'importe quoi. Les Simpsons, il y a quand même une espèce d'assise au réel qui existe avec, justement cet imaginaire d'une famille classe moyenne, voire, pauvre, même, sur certains épisodes, même si bon, vu leur baraque, immense, ça se discute. Mais je dirais que les séries après les Simpsons, certes, sont devenues moins moralisatrices, moins dans l'idée de retourner dans un status quo et d'une bonne morale qui régit tout ça, mais vont au contraire vers quelque chose de totalement nihiliste et cruel avec ces personnages que je trouve un peu déplaisante. Moi, je suis pas contre qu'on soit cruel avec ces personnages et les Simpsons le sont souvent. Mais à un moment, trop de cruauté tue la cruauté et bah moi, ça me fait plus trop rire au bout d'un moment. Et c'est ce que j'aime quand même dans les Simpsons, c'est que c'est quand même une série qui a du cœur. Voilà. C'est un peu niais, mais Ouais, c'est ce que je pense. je trouve ça vraiment à propos, ouais. Je trouve que South Park, par exemple, il attaque tellement tout avec cruauté qu'en fait, bah, tu sais pas ce qu'il veut raconter. C'est comme s'il avait peur de se positionner sur quoi que ce soit, South Park. Il a peur d'avoir le moindre parti pris, j'ai l'impression, des fois. Alors que les Simpsons, ils ont un truc à raconter quand même. Non, non, je me suis peut-être mal exprimé, Simon, mais je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que t'en arrives à des séries qui sont tellement trash, qui sont tellement, qui oublient un peu la chronique familiale et sont plus dans la satire cynique. Tu disais nihiliste, mais je pense qu'on se rejoint là-dessus. Que le rétablissement de l'ordre en fin d'épisode pour pouvoir en redémarrer un autre sur les mêmes bases, tu vois, fait que ça me dérange dans ces séries-là. Tu vois, j'avoue que les Simpsons, ça me paraît plus, comme tu disais, il y a plus d'assises réelles, quoi. Ça me paraît plus envisageable, étant donné que, bon, l'alcoolisme d'Homer est un peu, comment dire, nuancé par ses autres acolytes de chez Moe, quoi, tu vois, qui sont vraiment, vraiment plus trashos. Bart, c'est pas la pire des frappes de son établissement. Enfin, ils sont très classe moyenne dans tous les sens du terme, quoi. Ils ont ce truc très stéréotypique aussi, qui fait que c'est un peu la série primordiale américaine. Il y en aurait sans doute d'autres, mais en tout cas, c'est vraiment le parangon, quoi. La première série qui a le plus marché, qui a trouvé une formule aussi juste et aussi efficace pour pouvoir développer ça et suivre l'actualité. Mais effectivement, c'est une série aussi qui, je pense, aime plus ses personnages, ou en tout cas les fait moins souffrir. Parce que je dois reconnaître que je pouvais pas m'empêcher de voir la violence d'Homer envers Bart quand je sais plus, enfin il se dispute sur son lit parce qu'il aime pas son cadeau Ouais. au début de la série. Non, c'est parce qu'il justement il l'utilise pour faire des blagues et justement Homer il commence par l'attaquer avant de faire ah mais en fait t'aimes bien mon cadeau du coup donc c'est cool. C'est ça, et j'étais comme, mais c'est pas Ouais, possible. ça m'a Tu vois, perturbé aussi, ouais. j'étais comme, c'est quand même un enfant qui se fait étrangler. Et je sais plus c'est dans quel épisode, ou si c'était pas une parodie où justement il y a où on voit Bart faire une radio de la nuque et on voit que son cou est complètement détruit. Bref, c'est ce genre de truc pas, avec un humour assez sec et pas forcément. Enfin, ça me fait pas rire, quoi. Bah, moi ça m'a fait plaisir de voir cet épisode, ça faisait longtemps que j'avais pas vu les Simpsons et quand j'étais jeune j'avais pas vu les premières saisons, moi en fait j'avais des coffrets DVD parce que j'étais très attaché aux Simpsons à une époque, mais c'était vraiment je crois les saisons entre 5 et 9 que j'avais pu avoir, je les avais pas toutes mais j'en avais dans ces eaux-là quoi. Et il y a quand même un truc que j'ai trouvé étonnant dans l'épisode, en tout cas, mais qui m'étonnait pas, c'est un truc qui est très connu sur les Simpsons mais que j'ai pu vraiment là apercevoir moi-même, c'est vraiment par rapport au personnage d'Homer. En fait il est plus humain qu'il ne le deviendra quoi. C'est vrai que là je trouve qu'il y a ce moment où il cherche à faire un cadeau à Bart et il se dit ah quel cadeau pourrait lui plaire et tout, et je me suis dit mais incroyable, Homer qui se pose une vraie question humaine, genre en tant que père. J'ai l'impression qu'Homer c'est vraiment devenu l'usine à gag par la suite, où vraiment il doit être le plus bête possible et faire le plus de conneries possible. Et là je trouve qu'on retrouve quand même ce truc dont vous parliez bien là, hein. Bah en fait ça représente quand même une famille avec des caractéristiques caricaturées de famille où ils sont toujours dans un espèce de moyenne par rapport aux autres. Justement c'est pour ça que l'étranglement moi, m'a d'autant plus perturbé avec le regard d'aujourd'hui, c'est que c'est le moment où là ça a dépassé un peu les bornes de ce qui était normal, parce que sinon sur le reste en fait l'épisode il est plutôt bah ouais voilà tu vois la famille avec ses dysfonctionnements etc mais ils sont plutôt attachants, plutôt sympas, ils font tous un peu des conneries à leur manière. Moi ça m'a donné envie d'en voir d'autres de cette époque. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, je nuance aussi le côté Les Simpsons, c'est une série avec du cœur. Ce qui pousse Homer à sauver Bart, c'est Bart qui lui dit je pourrais pas me faire des tatouages, je pourrais pas. Enfin, Ah oui c'est vrai ouais. c'est-à-dire que quand Bart est coincé dans le puits, il récapitule tout ce qu'il pourra pas faire quand il deviendra plus grand, et c'est que des choses qui sont complètement futiles et inutiles, et c'est pas quelque chose qui pousserait un parent à le sauver.
Donc il y a toujours un espèce d'humour pince sans rire et décalé qui fait aussi le charme de la série et qui fait que c'est pas un truc pré-chat où on se retrouve tous à se faire un câlin à la fin de l'épisode. Il y a quand même une espèce d'acidité qui fait plaisir malgré tout. Et même par rapport à la religion, elle est quand même. Enfin, en fait, la religion dans la série, j'ai l'impression qu'elle est vue comme un truc qui est systématique chez ces familles-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper, mais elle est vachement critiquée, c'est-à-dire qu'en fait, ça les saoule un peu tous, la religion. En cherchant l'épisode, je suis tombé sur un autre épisode au départ, je me suis trompé, et ça commence par Homer qui regarde le rugby, et il fait ouais, le rugby le dimanche, c'est important, ça fait passer le goût de la messe et tout, donc c'est ce qu'il faut après le dimanche après-midi. Et j'ai l'impression qu'il y a ce rapport à la religion comme un truc qui serait presque comme l'école serait pour les enfants, c'est-à-dire une obligation relou. C'est pas présenté comme quelque chose qui serait des valeurs nobles, etc., etc. J'ai pas l'impression qu'elle soit mise en avant ou mise sur un piédestal en tout cas. Mais ça fait partie d'ailleurs des running gags de la série avec le gag du canapé ou quoi. C'est justement le message qui est affiché sur le devant de l'église. À chaque fois, c'est un message encore plus éclaté qu'à l'épisode précédent. Oui, Enfin, c'est vrai, ouais. on n'est pas sur un anticléricalisme acharné, Non, non, mais c'est sûr. il y a quand même des pointes d'ironie et de sarcasme par rapport à ça aussi, oui. Ouais, mais pour le coup, je vais rejoindre ce que tu disais un peu avant. Il y a quand même quelque chose de très installé dans les Simpsons où c'est quand même une famille très traditionnelle malgré tout, où Marge, elle tient à emmener ses enfants à l'église et elle a extrêmement peur de ne pas être grand-mère. Donc il y a quand même. J'aime bien Marge, j'aime bien ce personnage qui est à la fois très aimant et à la fois a quand même des valeurs qui vont vers le conservatisme sans jamais l'atteindre totalement parce qu'elle est frustrée par son mariage avec son mari qui est quand même pas très finot. Mais il y a quand même pas mal d'épisodes qui visent à dire bon, la religion c'est quand même important, alors faut pas qu'il y ait l'Église et faut quand même obéir à une sorte de morale. Et je me demande vraiment quelle était l'atmosphère des créateurs quand ils ont fait cette série-là, parce que la série elle date du début des années 90. Est-ce que vraiment la religion c'était autant un truc à l'époque? Est-ce que vraiment la morale c'était si important? Ou est-ce que les contre-cultures et les films qu'on a consommés en tant que personnes sont simplement un peu en marge par rapport à ce qu'était la réalité des tas de personnes qui sont représentées du coup dans Les Simpsons, où c'est censé être Springfield, la ville américaine moyenne, un peu nulle? Bah, c'est très compliqué de le dire, mais j'ai quand même l'impression, d'autant que dans les années 90, on est sous Bush-père en termes de présidence, donc c'est pas le plus progressiste des présidents américains. Mais c'est, oui, culturellement, l'Église, on est sur une coutume sociale quasiment plus que sur quelque chose de religieux. Ça a l'air important aux États-Unis comme ciment social, quoi. On pourrait dire opium du peuple si on était justement du côté de cet underground dont tu parles. Je vais sortir complètement du sujet, mais en même temps c'est assez révélateur. Il y a beaucoup de candidats dans RuPaul's Drag Race qui parlent de leur rapport à la religion et de comment ils vont à l'église et comment ils se sapent à l'église et que aller à l'église a été constitutif de leur esthétique drag. Tu vois. Enfin, je pense ouais, que c'est pas... Les États-Unis ne sont toujours pas un pays laïque, quoi. Et Ouais, bah ouais, c'est clair. le président jure sur la Bible, si tu veux, ça reste encore assez important, ouais. Je pense que on s'est un peu éloigné de l'épisode des Simpsons. Complètement. Mais, Complètement. mais je trouve que ça fait une conclusion intéressante puisqu'on passe à toute autre chose maintenant. Passons directement aux recommandations. Les recommandations, comme d'habitude, on conseille des œuvres, des sorties ou quoi que ce soit d'autre. Je propose qu'on commence par Alexandre. Alors, je suis très fier de ma recommandation. Donc, je me suis dit que, quitte à faire un épisode Poisson d'avril, autant faire une recommandation qui sorte un peu de la normale aussi. Et je vais recommander un bar de Rennes, le bar à mine, qui se trouve au 74 rue Saint-Hélier, donc qui est un petit troquet, enfin avec 3 serveurs. Et tu rentres dedans, tu as l'impression que le bar est recouvert de graffiti, en fait, que tout a été dessiné, le comptoir y compris, il y a toujours des expositions sur les murs. Puis, plutôt que de te dire tout ça est un bordel rupestre sans nom, tu t'attardes un peu sur les dessins du comptoir, tu t'attardes sur tous les sous-bocs qui ont été illustrés justement et qui sont accrochés sur les murs, tu t'attardes sur les expositions, et tu te rends compte qu'en fait, il y a énormément de gens qui dessinent très bien, c'est-à-dire que le bar à mine en soi, c'est un triple jeu de mots, c'est-à-dire on est à la fois sur la barre de fer, on est à la fois sur le bar où on se met des mines et le bar où des illustrateurs viennent pour user de leurs mines. Il y a très souvent des illustrateurs que tu
peux croiser au comptoir qui sont en train justement d'enchaîner des sous-bocs et de les laisser au bar. Ils en ont des packs pleins derrière le comptoir que tu peux demander à voir. Il y a des très très belles choses, très variées. Comme je disais, c'est aussi un bar où il y a très souvent des expositions. C'est également un bar où tu peux avoir des soirées où tu peux te ramener avec tes vinyles lorsque c'est Thomas Daquin qui fait des sets et tu apportes tes vinyles et il les passera. Tu as aussi les soirées Burger Quiz qui sont franchement marrantes où c'est l'occasion d'avoir une petite rangée de shooters gratos. Je sais pas, j'aime beaucoup, si on veut, la ligne éditoriale de ce bar, bien que ce soit pas une maison d'édition, mais leur attachement au fanzina, c'est-à-dire ils ont énormément de propositions très variées de fanzines et de BD en tout petit tirage qui sont en dépôt là-bas. Je pense notamment à la revue Chéri Bibi, dont j'avais pu choper un numéro, qui est une revue assez passionnante, avec des dossiers très, très complets sur ce qu'était le rock, par exemple, enfin une histoire féminine du rock qui était assez passionnant, je crois, dans le numéro 9. Et on peut y retrouver aussi des associations comme la Vilaine Édition qui propose, je crois, de façon semestrielle, peut-être annuelle, je sais plus, des très gros volumes avec des compilations justement de création de différents illustrateurs. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que ça reste un bar de quartier. Du coup, je trouve que c'est un endroit très chaleureux où on peut rencontrer du monde, on peut discuter et échanger des idées autour d'un verre. Bon, des idées qui finissent par ne plus tourner très rond au bout d'un moment. Mais aussi, on peut se fournir en contenu graphique de quel ordre que ce soit de la revue indépendante, complètement de niche ou des petites créations faites à la sauvette et auto-éditées. C'est vraiment un lieu que j'affectionne beaucoup. Je dirais même que c'est sans doute mon bar d'habitude préféré, auquel je passe d'ailleurs pas assez souvent. Mais bon, si vous êtes de Rennes, je vous recommande chaudement le bar Amine. En plus, les gars derrière le bar sont des crèmes. Je les aime bien. Voilà, s'ils entendent le message, tant mieux si ça passe. Simon? Alors, bon, moi j'ai aussi envie de faire une petite reco au Poisson d'avril du coup. Et je vais faire une vraie reco après parce que c'est vraiment une reco au Poisson d'avril. C'est un film que j'aurais presque osé. J'aurais pas osé en fait non le mettre dans le podcast d'aujourd'hui, mais j'aurais pu peut-être. Un film que vous pouvez trouver sur YouTube, c'est un film que vous pouvez trouver sur la chaîne de Carole Bartho, que peut-être vous connaissez ici. C'est un film qui s'appelle Un camembert fuit son destin de coiffeur pour vieille. Et voilà. Quoi? C'est tout ce que. Tu peux répéter le Bah, titre? c'est un camembert, donc le fromage, qui fuit, enfin il s'en va quoi, il fuit son destin de coiffeur pour vieille. Donc ça, j'en dis pas plus, c'est ma petite reco du 1er avril. Je l'ai pas revu depuis peut-être 7 ans, donc voilà, à vos risques et périls. Ça dure 2 minutes 5. Voilà, c'est un petit film qui est sorti il y a 14 ans et qui est assez fascinant, qui a son vrai petit charme, je dirais. La preuve étant que je me souviens encore du titre, alors que ça fait bien longtemps que je l'ai vu. Et vrai reco, sinon, ce qui m'a un peu marqué cette semaine, c'est que j'ai essayé, j'ai joué pas mal à Chia. Chia, c'est un jeu qui est sorti donc la semaine dernière, je crois. Et en gros, un petit jeu indé, alors un petit jeu indé de toute proportion gardée, parce qu'il a eu un partenariat avec le PlayStation Plus, mais c'est un jeu qui a été fait par 12 personnes, dont la plupart étaient originaires de Nouvelle-Calédonie, et c'est un jeu en fait qui se revendique. D'ailleurs, c'est le sous-titre du jeu, c'est Chia, un jeu inspiré par la Nouvelle-Calédonie, donc c'est un jeu vraiment qui va être en fait pensé comme un jeu local, qui va donc mettre en avant l'histoire du lieu, la géographie du lieu, les plats traditionnels du lieu, la langue aussi de la Nouvelle-Calédonie, et du coup, ça se présente concrètement comme un espèce d'open world, enfin même carrément un open world en fait, où il y a donc deux îles en fait qu'on peut explorer avec plein de petits îlots au milieu. Et en fait, c'est un jeu qui, moi, j'ai des réserves qui sont apparues au fur et à mesure, mais qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un jeu qui paye pas de mine, qui ressemble beaucoup dans son visuel à ce qu'on pourrait retrouver dans des films de fin d'études d'animation 3D pas hyper reluisant, donc c'est pas forcément super grand compliment. Et puis l'écriture aussi pose un peu problème, mais par contre, manette en main, une fois qu'on peut se déplacer dans le monde, c'est assez hallucinant parce que c'est vraiment un vent de fraîcheur le truc. C'est vraiment un jeu qui en fait est une sorte d'héritier revendiqué à la fois de Zelda Wind Waker et de Zelda Breath of the Wild. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que donc moi j'étais très marqué par Breath of the Wild parce que justement, c'est un jeu moi qui m'a ouvert les chakras sur les open world où moi j'ai vachement de mal avec les jeux en monde ouvert. J'ai une espèce d'angoisse par rapport au fait de voir un énorme monde s'ouvrir devant moi avec plein de points d'intérêt et de quêtes secondaires à faire, avec une espèce de FOMO qui fait qu'en fait je vois juste les heures que je vais devoir y passer. Je vois un peu ces jeux-là comme une liste de courses infernale. Et Breath of the Wild, c'est vraiment le jeu qui arrivait en fait à renouveler cette envie d'errer, de pas avoir cette envie de complexionnisme forcément, et de juste flâner, se laisser attirer par les trucs à droite à gauche, et avoir vraiment le sentiment de pouvoir posséder les lieux, en fait, de pouvoir les appréhender presque manuellement,
organiquement. Et là, le jeu, c'est vraiment le premier où je retrouve ce sentiment-là. Où vraiment de prendre le bateau. Alors en plus, il y a le côté bateau. Alors moi, j'étais refait parce que un de mes jeux fondateurs, pour le coup, c'était Wind Waker, vraiment avec cette idée de parcourir des îles en bateau. Et donc là, on a vraiment l'aspect bateau, on peut aller où on veut sur les îles. L'aspect exploration, c'est un jeu qui est totalement non violent, une espèce de grande quête FedEx où tous les enjeux, c'est d'aller chercher des cadeaux à faire aux gens pour qu'ils nous accueillent chez eux, pour qu'on discute avec eux et tout. Et où du coup, en fait, toute l'envie d'explorer est portée par le décor, par la physique du personnage, qui est hyper agréable, et par l'envie de chercher des trésors, en fait, la chasse au trésor permanente. Et ça, c'est un truc que j'aime énormément dans le jeu vidéo, et là, je trouve extrêmement bien maîtrisé. C'est l'envie de fouiller, l'envie de trouver une petite caverne, l'envie d'aller suivre, en fait, des espèces de petites escape games où on trouve des cartes au trésor régulièrement, où on doit deviner où sont les lieux en voyant une carte et en essayant de les repérer dans le monde réel. Je me suis dit, c'est vraiment une espèce de masterclass du jeu vidéo en monde ouvert, ce jeu-là. Avec en plus un aspect qui est tout à fait atypique, qui est que donc Chia a le pouvoir de se transposer dans les animaux qu'elle rencontre. Et donc, en plus de tout ça, toute cette physique qui est vraiment plutôt chouette et qui donne plutôt envie d'aller explorer, on peut en plus rentrer dès qu'on croise dans le corps des oiseaux pour aller carrément explorer dans les hauteurs, prendre de la hauteur par rapport à l'île, atterrir là où on veut, avec évidemment la petite voile, comme dans Breath of the Wild, qui permet de planer et donc qui permet d'avoir un confort extrême dans l'exploration. Donc beaucoup de bonnes choses, avec en plus la possibilité de faire des saltos quand tu sautes, donc tu peux faire des plongeons de ouf et tout. Bref, un jeu du plaisir et de l'exploration. Assez génial, et puis en plus, moi je suis très attaché à l'idée de jeu qui va vraiment être local, qui va pas du tout se lisser par rapport à l'industrie du jeu vidéo qui viserait à ce que tout ressemble aux USA ou au Japon. Donc ça c'est trop cool. Le problème étant que malheureusement l'écriture est quand même très moyenne, et donc dès que ça part en cinématique ou que ça rejoint un peu le fil narratif principal, ça fait un peu grincer les dents. Des fois c'est un peu gênant, quoi. Ça fait un peu dessin animé malaisant que tu verrais à la télé par hasard. Et puis malheureusement, quand le jeu rejoint un peu le fil narratif et qu'il faut commencer à aller faire une quête pour aller trouver les usines qui pourrissent un peu l'île et puis les attaquer, bon, ça descend pas mal en intérêt. Donc j'hésite à le recommander. Finalement, je trouve quand même qu'il y a eu des choses qui m'ont vraiment fait rêver dans ce jeu. Je trouve que c'est un jeu à défendre parce que c'est quand même un jeu fait par une équipe de 12 et qui a des propositions déjà extrêmement généreuses et surtout très justes. C'est vraiment sur l'exploration, c'est assez incroyable, je trouve, la justesse de la proposition et à quel point ça ouvre des perspectives, que ce soit en termes de ce que ça reprend des jeux qui existent ou en termes de ce que ça propose pour les affiner, les améliorer. Voilà, je veux le recommander quand même. C'est un jeu qui est très fragile, je pense, sur plein d'aspects, mais qui est aussi, paradoxalement, extrêmement fort sur plein d'autres. Et donc moi, je voulais un peu soutenir. Donc voilà, c'est l'occasion, allez-y. Jouez-y, c'est chouettos quand même. Donc voilà, soit sur Epic, sur PC, soit sur PlayStation 4 ou 5. Visiblement, tout le monde a fait sa recommandation Poisson d'avril. Donc je vais faire la mienne. Je recommande Rad Chaos de Winter Lake, un jeu fait en une poignée d'heures qui dure quelque chose comme 5 minutes et qui n'a pas de fin. Et qui est un jeu purement textuel où tu choisis des embranchements. Il y a l'autrice Porpentine qui a fait une jolie critique sur ce jeu-là qui m'a donné envie d'y jouer. Il est disponible archivé sur le site de Robert Young. Pour une recommandation un peu moins gaguesque, je vais recommander The Forest from the Trees, un film de Marina 2. Marina 2, c'est la cinéaste de Everyone Else et de Tony Erdmann, qui sont deux films qui ont été faits, l'un en 2008 et l'autre en 2014 ou 15. Et depuis, pas de nouvelles de Marina 2, ce qui est dommage parce que The Forest from the Trees, c'est vraiment un film. Vous allez dire que je suis peut-être masochiste, mais je l'ai aimé comme je l'ai subi parce que c'est un film qui m'a viscéralement effrayé. Genre, ça m'a mis dans une situation de malaise extrême comme je l'ai jamais ressenti devant un film, et je suis sérieux quand je dis ça. The Forest from the Trees, ça parle de quoi? Ça parle d'une prof qui va entamer son métier de prof dans une école et qui va être absolument horrible à son travail. Elle va être très mauvaise. Elle va pas pouvoir discipliner les élèves qui sont totalement à chahuter la classe. Elle va avoir du mal à parler avec ses collègues et va se faire dévaloriser. Et quand on va lui poser des questions, elle va dire non, ça se passe bien, il n'y a pas de problème et compagnie. Elle est dans une fuite perpétuelle. Son appartement se détériore au fur et à mesure avec des murs qui finissent par être remplis d'écriture, alors qu'au début, elle avait une certaine prise sur son environnement. Et surtout, ses relations amicales vont totalement se détériorer parce qu'elle a du mal à comprendre des codes sociaux qui sont aussi assez simples. Et là aussi, on retrouve un lapin discret, mais un lapin discret dans un monde réaliste qui est un peu impitoyable avec les personnes qui sont un peu décalées. C'est un film que j'ai trouvé effrayant. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'impression que les névroses qui étaient présentées, tenaient à une manière très spécifique de voir le monde et d'être effrayé par le monde et par ce qu'une personne pouvait renvoyer par rapport à ce qu'elle faisait, et que cette personne-là
essayait de faire de son mieux pour bien agir, mais par son rapport au monde qui est décalé, elle est toujours droit dans le mur. Et de fait, cette espèce d'angoisse permanente par rapport à un quotidien qui est lui aussi assez morcelé, les scènes vont pas s'étendre trop dans le temps, mais vont être construites pour empiler des motifs qui vont dessiner la personnalité de cette héroïne assez angoissée, et vont présenter une réalité qui veut totalement être quotidienne, qui veut être normale, le plus normal possible, mais qui, par l'incongruité de l'héroïne, devient totalement anormale et étrange. Et c'est cette étrangeté qui se traduit par un malaise extrême de la part de l'héroïne qui n'arrive pas à échapper à des relations hostiles avec les autres personnes, qui a créé une angoisse totale chez moi et qui m'a viscéralement pris aux tripes. Voilà, en intervalle, c'est arrêté. On remercie le Calvin Ball évidemment pour l'accueil. N'hésitez pas à souscrire au Patreon et à écouter les autres podcasts. Ils méritent un coup d'oreille. On se retrouve pour une prochaine fois. D'ici là, ciao et bon vent. Salut! Salut!